Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Doigts dans la prise. On n'allait pas vous laisser tout seul pendant les fêtes. Mettez tout ça, ce nouvel épisode sur le compte de la magie de Noël. On est en tout cas ravis de vous retrouver. Bienvenue donc dans votre podcast préféré sur la voiture électrique, la voiture autonome et toutes les sornettes qui se racontent autour. L'un des rares podcasts automobiles qui met pas de super samplon dans ses Rice Krispies le matin. Ravi de vous retrouver. Je suis Cédric Ingrand. Au sommaire de ce numéro, ils ont testé le FSD, vous savez, le Full Self Driving, et ils sont conquis. Depuis quelques jours, Tesla fait tester sa conduite presque 100% autonome en France, et ça donne envie. Également au sommaire, la reculade totale de l'Union européenne sur la fin du thermique en 2035, une capitulation qui au final pourrait n'avoir que des perdants. Et puis, on se parlera de cette nouvelle race de voitures électriques, de petits formats, d'un genre nouveau, de petits prix surtout, avec pour promesse le fait qu'on pourrait passer enfin sous la barre des 15 000 €. Pour aborder tous ces sujets avec moi, mon ami Didier Pulicani de Mac Forever. Bonjour Didier. Mais salut Cédric, dis donc, on serait presque régulier sur ce podcast maintenant. Arrête de dire des bêtises. Alors je remarque quand même que ça a vachement évolué chez toi, ça commence à ressembler à chez moi. Je fais même la primeur de notre nouveau studio, voilà, qu'on bosse dessus depuis un petit moment, mais on a eu des petits dégâts des eaux et tout. Du coup, ça fait 1 an qu'on aurait dû le faire, mais écoute, c'est du boulot. Les filles ont bien travaillé parce que c'est elles qui ont fait toutes les peintures, tu vois, au bureau. Donc voilà. Mais ça te permet d'avoir le. Peut-être falloir soigner un tout petit peu la lumière. Un peu décor. Un tout petit peu la lumière. Oui, il y a encore des choses à faire. On n'a pas tout à fait fini encore. Sur un peu jaune encore. Bon, on a plein de choses à se dire. On va essayer de faire vite. Je voulais t'entretenir d'abord sur ce qu'on pourrait appeler le grand flou artistique européen sur le début de la fin du thermique. On rappelle des épisodes précédents. Jusque-là, on était persuadé que, ça y est, l'Europe avait décidé que, c'était terminé. On ne vendrait plus de véhicules thermiques 100% thermiques. Enfin, on ne vendrait plus de véhicules thermiques à compter de 2035 en Europe. Tu vois, c'était bien parce que c'était simple. On comprenait quelle était la règle. Et enfin, on a bien compris pendant des mois que l'essentiel des constructeurs trouvaient que c'était une mauvaise idée. Enfin, en tout cas, que c'était difficile de s'engager. C'était compliqué avec la concurrence grandissante de la Chine, pour 1000 raisons. Mais on se disait, non, l'Europe va tenir bon. Et en fait, on a eu tort de penser que l'Europe allait tenir bon. Bah oui, écoute, c'est un peu un désastre de tous les côtés en fait cette histoire. Même si quand tu lis un peu alors c'est pas encore voté, c'est encore entre guillemets un projet de loi européen. Mais en gros, on te dit que on avait déjà une première reculade. Je sais pas si tu te rappelles. C'était, je sais plus, on avait appelé ça l'amendement Porsche ou Ferrari, parce que si tu avais des voitures haut de gamme, éventuellement avec du carburant synthétique, ça sortait déjà effectivement des contraintes de l'amendement du thermique. C'était des choses qui étaient dans l'épaisseur du trait pour dire, il y a des choses que certains constructeurs pourront pas faire parce qu'ils sont sur un segment de marché si petit que là, on est dans le pouillème, ça change rien au marché automobile. On va éviter de tuer des gens qui sont... C'est comme si tu disais que tu voulais lancer une loi sur les montres et que tu disais, attendez, là, peut-être que ça pourrait oblitérer le business de Vacheron Constantin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et on l'a déjà un petit peu fait avec le malus écologique a quand même tué énormément de petites bombinettes et des voitures même qu'on pouvait se payer, entre guillemets. Et maintenant, quand tu as des malus à 60 000 balles, c'est sûr que c'est quasiment impossible de vendre ces véhicules. Là, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que finalement, il te dit, on va pas faire du 100% écolo, on va faire du 90% écolo. En gros, si tu veux faire du moteur thermique, il va y avoir plein de conditions. Et en fait, c'est encore très flou quand tu regardes les petites lignes. En gros, ils te disent, oui, si tu utilises alors de l'acier européen, des biocarburants. Enfin, à la fin, j'ai l'impression qu'il y aura tellement de conditions que celui qui fera encore des vrais moteurs thermiques comme on connaît aujourd'hui en 2035, c'est vraiment, tu vois, que il sera vraiment convaincu que c'est encore l'avenir. Mais je pense que quand même l'idée, malgré tout, c'est de conserver cette bascule. Mais en fait, moi, ce qui m'inquiète un petit peu derrière tout ça, c'est plus le signal que tu vois qu'on renvoie à la fois aux constructeurs en leur disant finalement on peut changer d'avis. Donc votre industrie qui avait émigré vers l'électrique, finalement on n'est pas sûr. Et puis vis-à-vis du consommateur aussi, qui se dit finalement je suis plus aussi obligé que ça d'acheter une voiture électrique. Je vais peut-être continuer à acheter du thermique, je pourrais le revendre. Et moi j'ai peur sur tout ça. Tu vois, il y a plus de message clair. Ça brouille complètement le message. C'est-à-dire que parce qu'en plus tu l'as dit, on n'est pas en train de revenir à la situation
situation précédente. On est en train de bouger un peu le curseur en disant, allez, ce sera pas 100%, ce sera 90%. Donc il y a des moteurs qui vont passer au travers du filtre, et il y en a plein qui passeront pas. Mais c'est vrai que ça donne l'idée qu'on est en train de revenir à la situation précédente et que voilà, du passé, faisons table rase, ce qui est pas le cas. Alors d'abord, t'as quand même l'Europe qui a cligné des yeux face au lobby à la fois automobile, industriel, peut-être pétrolier, j'en sais rien. Et en gros, en essayant de sauver les constructeurs et de les sauver d'eux-mêmes dans l'ensemble, parce qu'il n'y a pas un constructeur sérieux en Europe qui n'a pas vu venir le problème. Et en voulant sauver le thermique, en fait, au final, on offre un boulevard à la Chine, quoi. Ça, et je pense aussi qu'on perd du temps parce que effectivement, je pense qu'ils veulent pas se mettre à dos toute une industrie qui va aussi jusqu'aux garagistes, aux concessions. Enfin, on le voit aujourd'hui avec les marques électriques, c'est-à-dire que les concessions, t'as plus trop besoin d'y aller. Il y a plus tellement de SAV, même les contrôles techniques, tu les passes les doigts dans le nez sur ces voitures-là parce qu'il y a plus grand-chose à contrôler. D'ailleurs, j'ai fait celui de la Tesla cet été. Ah oui, ça se passe comment? J'ai jamais fait. Alors déjà, il y avait une petite plaquette qui disait les véhicules Tesla sont surfacturés. Alors je commence à te dire mais comment ça se fait? Il y a moins de choses à contrôler. Mais parce qu'on n'a pas l'habitude, il faut des nouveaux outils. Mais en fait, ils contrôlent rien sur la partie électrique, ils contrôlent pas la batterie ou quoi que ce soit. Et en fait, il m'a dit en gros que ça les saoulait, quoi, que les voitures électriques ça les saoulait. Et en fait, je pense que le message il est bien là, c'est-à-dire que ça leur enlève du boulot. Et ce qui est compréhensible. Moi, si j'étais garagiste, c'est sûr que je me réjouirais pas d'avoir de moins en moins de véhicules aussi à contrôler. Mais c'est vrai qu'il y a toute une filière, tu vois, les pièces détachées. En Europe, en fait, on a développé énormément de choses. Dire on arrête de vendre du neuf en 2035, il restera quand même un immense marché de la pièce détachée sur les dizaines et les dizaines de millions de véhicules qui sont encore en circulation. En fait, c'est presque un cadeau empoisonné parce que on garde une technologie qui est objectivement obsolète sous assistance respiratoire au lieu de dire bon, ça y est, le temps est venu. Parce qu'en plus, c'est pas une espèce de coup près, c'est-à-dire il faut imaginer ce qui va se passer sur le marché entre maintenant et 2035. Il va se passer énormément de choses. C'est-à-dire que peut-être qu'en 2035, la règle aura même plus besoin d'exister. Tu vois ce que je veux dire? Ce sera déjà, c'est la différence entre un standard écrit et un standard de fait. Je sais pas où on en sera en pourcentage des ventes du neuf. Il restera évidemment plein de thermiques sur les routes, mais parce que la voiture moyenne en France, elle a 12 ans, donc c'est logique. Mais dire que non, moi ça me paraît fou. Et je pense que pendant ce temps-là, BYD et les autres, ils rigolent, quoi. Surtout que si tu vas en Chine, eux, la bascule, ils l'ont fait finalement très vite. En fait, on pensait que ça irait plus vite en Europe parce que le problème, c'est qu'on a aussi pas mis les moyens. C'est-à-dire que aujourd'hui, on aurait fait comme les pays scandinaves, là, de dire on enlève la TVA, on met les places gratuites, la recharge, on la taxe pas. Enfin, tu vois, on aurait pu mettre en place un certain nombre d'éléments qui auraient boosté la voiture électrique. D'ailleurs, le leasing social. Comme par hasard, les gens aiment l'électrique dès qu'on leur dit que c'est beaucoup moins cher. Donc, il n'y aurait pas eu de souci. Aujourd'hui, on n'a pas voulu faire la bascule sur le plan fiscal, entre guillemets, et du coup, on le paye parce que voilà, les gens sont un peu plus réticents à dépenser beaucoup d'argent sur des voitures qui, effectivement, sont pas toutes au niveau. Et comme tu le dis, moi, je pense que dans 10 ans, peut-être même que le prix de l'essence aura eu raison de tout ça. C'est-à-dire que si tu arrives à ne serait-ce que 2 €, 2,50 € le plein, c'est pas inenvisageable d'ici là. On pourrait aussi se dire que les gens n'auront plus le choix. Et en fait, c'est aussi un mauvais cadeau qu'on fait aux gens qui n'ont pas forcément justement beaucoup de moyens, qui mettent aujourd'hui, tu vois, quand tu gagnes le SMIC et que tu mets 300 balles d'essence par semaine dans ta voiture, c'est ingérable aujourd'hui. Donc, ils ont déjà ce problème. Donc, essayer de stimuler un petit peu le marché, notamment le marché de l'occasion, là, j'ai vu qu'il marche quand même bien en électrique maintenant. C'est beaucoup plus intelligent que de s'acharner sur des vieilles technos. Et puis, en plus, tu vas pas me dire que les constructeurs, là, aujourd'hui, vont vraiment réinvestir sur le moteur thermique. Ça va peut-être leur permettre de vivoter un petit peu plus longtemps face à la Chine. Mais enfin, moi, je crains aussi que les Chinois, t'as vu, les MG3, et voilà, ils font maintenant des prolongateurs d'autonomie. Ils savent aussi les utiliser, nos lois. Ils construisent des usines en Europe. Enfin, il y aura beaucoup de choses. Dans 10 ans, on risque d'avoir plutôt les Chinois chez nous sur ces technologies-là aussi, quoi. Alors, tout n'est pas acté, mais c'est comme si l'Europe était... Tu sais, c'est un peu comme quelqu'un qui arrête de fumer en disant ça y est, c'est terminé. J'ai écrasé ma dernière clope. Je vais juste garder une cartouche de secours dans le placard, mais c'est fini sinon. C'est grotesque. C'est-à-dire que... Moi, j'ai peur que dans 10 ans, alors on sait, on est passé d'une situation en 20 ans où une voiture neuve sur 2 vendue en France était française à 1 sur 5, si je crois, aujourd'hui. Mais j'ai quand même peur que d'ici 10 ans, on ait juste transformé l'industrie en une espèce de musée à ciel ouvert pour des visiteurs chinois, tu vois ce que je veux dire. Donc je suis pas sûr que ce soit un cadeau pour tout le monde. C'est pour ça que je disais que je pense que c'est un jeu qui n'a
que des perdants, enfin en tout cas dans des choses qui sont proches de nous. Bon, mais on a le temps d'y revenir, parce que de toute façon on va voir si tout ça est validé en l'état, et parce qu'évidemment il y a quand même énormément de négociations en coulisses pour savoir où va être placé le curseur exactement. Mais tu t'étonnes pas quand même que dans le débat public, moi j'écoute beaucoup la radio, tu vois, les émissions de télé, il y a une espèce de consensus sur le fait qu'on a fait une bêtise en mettant cette échéance de 2035, et j'ai l'impression que la plupart du cercle politico-médiatico, même les constructeurs, ils sont encore là à te dire mais est-ce que c'est vraiment l'avenir, l'électrique? Alors que aujourd'hui, t'as quand même des marques qui sont, tu vois, la voiture la plus vendue au monde, c'est quand même un Tesla Model Y. On a la preuve que c'est bon. On a des gens qui font les ventes en novembre en France. Je crois que c'est 30% d'électrique quasiment en novembre. Exactement. En France. Enfin, c'est-à-dire que ce débat-là, il est terminé. Mais il y a toujours enfin, t'entends toujours des trucs qui ont 2 coups de retard sur le débat. C'est fini. Ce débat-là, il est terminé. On se parlera peut-être un peu d'hydrogène tout à l'heure, mais ça aussi, c'est terminé. Enfin, c'est des chimères. Moi, il y a un truc qui m'a fait sourire dans l'actualité récente, c'est que tu sais, depuis longtemps, mais tu l'as lu ça sur Internet, tu l'as dit, mais ouais, attends, regardez, vous qui avez des voitures électriques, avec vos compteurs Linky, l'État va vous taxer. Il va taxer spécifiquement vos recharges de voitures électriques. Tu dis, bah non, ou alors l'État va inventer des taxes spécifiques à l'électrique pour compenser tout ce que vous ne payez pas en taxes sur le carburant. Oui, enfin, tout est toujours possible, mais le pire n'est jamais sûr. Et là, il y a une actualité qui nous est venue d'Angleterre, où de fait, l'administration anglaise a annoncé qu'il il allait bien y avoir une taxe au kilomètre sur les véhicules électriques d'ici à 2028. Ce sera 3 pence par kilomètre. Alors, c'est pas énorme, mais c'est pas rien non plus. Et alors là, le déferlement, mais j'ai tout vu, j'ai tout entendu. J'ai entendu des éditos, j'ai entendu un matin sur RTL, François Langlais, qui a fait 3 minutes en disant, regardez, vous voyez, de fait, les États vont mettre des taxes spécifiques, tout ça. J'ai lu et entendu au moins une dizaine de chroniques de papier et d'éditoriaux qui oubliaient toute une information, laquelle? C'est que la taxe existe déjà en Angleterre pour les véhicules thermiques. Donc c'est juste la déclinaison d'une taxe qui existe déjà et qui est d'ailleurs 2 fois plus chère pour les véhicules thermiques. Eux payent 6 pence le kilomètre, ce qui commence à faire de l'argent. Hein. Si tu roules un peu, ça fait, tu peux atteindre quasiment le millier d'euros par an. C'est pas rien. Mais et tout le monde oublie de te dire ça, parce qu'évidemment la question c'est pas regardez ce que font les Anglais, c'est est-ce que ça va arriver chez nous? Et tout le monde te dit oui regardez. Non, on oublie. Voilà. Et puis on oublie aussi une question purement technique, c'est que en Grande-Bretagne tous les véhicules passent un contrôle technique annuel, où là on relève leur kilométrage et c'est à partir de ce relevé qu'on lève la taxe. C'est pas juste déclaratif comme nos indemnités kilométriques chez nous, tu vois ce que je veux dire. Et évidemment si tout à coup tu rappelles ça, on va te dire bah oui non mais en France on fait pas un CT tous les ans. Enfin le mécanisme fonctionnerait pas et surtout on n'a pas une taxe au kilomètre qui existe déjà pour les thermiques. Alors on l'a un peu sur l'autoroute, tu vois. Si tu roules beaucoup, là tu t'aperçois. Enfin moi qui fais beaucoup de kilomètres. Oui, mais en fait, en France, on a aussi un système de taxes où tout va dans le panier commun. Les taxes sont rarement affectées, et c'est vrai qu'en fait, ce sont des impôts un peu déguisés à chaque fois. Et on a, pour reprendre ton exemple des cigarettes, c'est vrai que la cigarette, quelque part, ça rapporte quand même plus que ça ne coûte à l'État. Hein. Surtout que les fumeurs, en général, ils meurent assez vite, donc c'est pas très intéressant non plus. Et effectivement, quand l'État se retrouve avec des sous en moins, elle cherche aussi un moyen de les récupérer autrement, puisque c'était pas uniquement de l'incitation à moins utiliser ta voiture, c'est quand même un moyen d'avoir un impôt un petit peu déguisé. Et la voiture est déjà taxée énormément, en fait, sur énormément de segments, que ce soit, tu vois, la TVA déjà, l'essence, il y a énormément de choses. Donc c'est sûr que sur l'électrique, il va falloir récupérer ça un petit peu quelque part aussi. Mais ça arrive à un moment où de l'autre main, l'État te donne des primes à l'achat, du leasing social, etc. Donc en fait, ce qui est embêtant là-dedans, c'est le message. C'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on s'empare de ces sujets dans les médias comme un moyen de te dire tu vois, l'électrique c'était quand même pas une si bonne idée, de toute façon on va te le taxer comme le thermique, mais à la fin personne te dit que même avec ces taxes là tu vas économiser tellement en carburant, en entretien et en charge mentale même, parce que effectivement les voitures en panne, tous ces trucs là, c'est presque de l'histoire ancienne avec une électrique. Mais voilà, on te montre que ce côté là et on se réjouit de ça, en fait. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'on se dit on a quand même la chance d'avoir une technologie qui est enfin mature, qui est à peu près propre
modulo la construction. Et en plus, qui à l'usage est super adapté à toute notre mobilité, notamment en France. En plus, on a le nucléaire derrière pour l'électricité, donc on devrait se réjouir de ça. Non, on a l'impression que dès qu'il y a une info là-dessus, il faut sauter dessus. Et François Langlais, c'est l'exemple typique de la personne qui, je pense, n'a jamais utilisé une voiture électrique de sa vie et qui se permet de faire des discours. Tu vois, toutes les semaines, on a du François Langlais qui te défonce ta voiture électrique. Ça a l'air d'être un sujet. Alors, tu sais, le drame, et moi, c'est un drame que j'ai connu, c'est que quand tu fais des choses quotidiennes comme ça, t'es forcé de trouver un sujet tous les jours. Donc, tu peux pas toujours en trouver un très bon. Et puis, t'as envie que ce soit un truc qui fasse réagir. Donc, les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne. Donc, je comprends. On a fait son dada quand même. Hein. T'en as quelques-uns là. Oui, des journalistes de façon récurrente. Mais souvent des journalistes échos, de fait. Et en fait, quand tu les écoutes d'un peu près, t'as l'impression que dans leur esprit, la vertu du marché automobile, c'est de faire fonctionner des constructeurs automobiles. Enfin, la vertu de la voiture, c'est de faire tourner une industrie. Alors que non, la vertu de la voiture, c'est de nous permettre de nous déplacer. Et on est toujours dans le prisme de... On n'est pas du tout dans le prisme de bénéfice ou pas pour le consommateur. Hein. On est dans quel impact sur l'industrie française. Alors, c'est une vraie question, mais ça peut pas être une question centrale, parce que sinon, on aura encore des calèches avec des chevaux à qui il fallait bien trouver du travail, tu vois ce que je veux dire. Donc, ce qui agace le plus les gens, et c'est pas forcément que les journalistes, mais c'est aussi, je pense, l'effet qu'on te force en fait à faire quelque chose, à faire une transition forcée, c'est jamais quelque chose qui est agréable, et on le vit, je pense, comme ça de tous les côtés. Et les gens que je rencontre autour de moi, ils s'intéressent pas forcément à la voiture électrique, mais ils sont contre par principe du fait qu'on te force, tu sais, comme quand on te forçait à changer tes ampoules, il y en a qui sont achetés plein d'ampoules à incandescence en se disant mais jamais on me forcera à mettre des fluos compacts, etc. Bon, c'est vrai que les fluos compacts ça pétait, peut-être c'était une connerie, mais le passage à la LED, tu vois, on a vu le bénéfice arriver tellement vite qu'au bout d'un moment on s'est dit bon, c'est bon, mes vieilles ampoules halogènes, elles me font tellement consommer d'électricité que je vais être gagnant à la fin. Mais en fait, on n'a pas fait encore cette bascule avec la voiture électrique. Mais on commence, parce que moi, je vois dans les commentaires sur Internet, il y a tellement de gens maintenant qui ont des voitures électriques qui viennent au secours et en disant mais attendez, vous racontez vraiment des conneries. C'est plus uniquement des petits acharnés ou des gens qui étaient un peu précurseurs là-dedans. Maintenant, c'est un peu tout le monde. Donc c'est vrai. Je trouve que le débat est en train aussi de basculer du côté des consommateurs, et c'est tant mieux finalement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que sous ces trucs-là, tu vois quand même maintenant beaucoup de commentaires de gens qui ont une voiture électrique qui disent mais vous racontez n'importe quoi. Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Parmi les choses qui vont changer la façon dont ça se passe, il y a la promesse qui est pas récente, parce que si mes souvenirs sont bons, ça fait 3000 jours qu'Elon Musk nous l'a promis, que toutes nos voitures vont se conduire toutes seules. Alors ça y est, en France, on peut essayer la conduite autonome chez Tesla. C'est gratuit, il faut s'inscrire dans j'ai failli dire concession, il n'y a pas de concession chez Tesla, mais il y a des centres Tesla où on peut s'inscrire en ligne. Apparemment, c'est victime de son succès. D'ailleurs, ils ont repoussé ça devait être juste sur décembre et ça va continuer en janvier. Moi, j'ai pas eu la chance de le faire, mais j'ai vu toutes les vidéos de Frandroid, du Parisien, de BFM, etc. Et j'ai parlé à plein de camarades qui l'ont fait. Moi, je trouve ça toujours formidable quand on te montre un truc, on te dit c'est ça que ça va faire, et quand toi tu l'essayes, ça fait la même chose. Tu vois, quand ça marche comme c'est marqué sur la boîte, ou comme le décrivait la vidéo YouTube. Et toi, t'as essayé ? Eh ben, on l'a même essayé. Alors, j'ai insisté un peu auprès de Tesla pour aller à Marseille. En fait, c'est pas des trajets, tu vois, tu fais le trajet que tu veux, en fait. Donc, tu mets dans la voiture ce que tu as envie. Je dis, ce serait cool d'aller sur le Vieux-Port. Marseille, c'est quand même, tu vois, c'est l'exemple caractéristique du truc compliqué. En plus, là, je sais pas si t'es allé à Marseille, il y a l'autopont, il y a l'arrivée avec tous les feux, les traits par terre qui sont mal définis. Enfin, Marseille, c'est quand même un peu le symbole de l'automobile, un peu, voilà. il faut connaître pour arriver à conduire. Quoi, voilà. Ouais. Il faut être, t'arrives chez toi, t'arrives au boulot, t'as transpiré un petit peu, quoi. Et quand t'arrives dans cette voiture qui fait tout toute seule, alors, nous, elle a pris une voie bus à un moment, mais enfin, je l'aurais pris aussi, je pense. Mais elle a fait aucune erreur à part ça. Elle a même doublé un camion qui était arrêté au milieu de la circulation, tu vois, en franchissant une ligne blanche, mais t'as le droit, c'est quand on te bloque vraiment le passage. Donc, en fait, ce qui m'a vraiment le plus impressionné là-dedans, c'est déjà que ça fonctionne à 100%. Ça, vraiment, on a fait des ronds-points, on a fait tous les trucs qu'on disait que la voiture autonome n'arriverait pas à la faire, à s'insérer, à respecter les limites de vitesse. Alors, c'est amusant parce que, en fait, ce qui change de Tesla par rapport à d'autres constructeurs, c'est que Tesla a beaucoup de data.
Et en fait, elle connaît toutes les routes et elle sait exactement comment on conduit sur chacune des routes. Oui, et ça, c'est assez fabuleux à voir. Expliquer, même les gens qui n'ont pas de conduite autonome, c'est-à-dire tout le monde en France, par exemple, quand on conduit une Tesla, alors il y a l'autopilot, bon, très bien, mais même quand il n'y a pas d'autopilot, elle observe comment le conducteur aborde telle intersection, tel rond-point, tel truc, à quelle vitesse, et surtout, en tâche de fond, en fait, elle compare ce qu'elle aurait fait toute seule avec ce que fait le conducteur, pour voir s'il y a une vraie différence, pour voir quand elle est en autopilot, quand est-ce que le conducteur reprend la main, parce que ça veut peut-être dire que la voiture a mal lu son environnement, la route, ou etc. Mais toutes ces données, elles éduquent aussi en tâche de fond le full self-driving, enfin la conduite autonome, ce qui veut dire que de fait, même s'il n'y a pas de voiture autonome Tesla sur les routes, elles ont déjà des millions, dizaines, centaines de millions de kilomètres de data pour s'éduquer, quoi. Oui, ils te disent même, je crois que c'est 100 ans de conduite, équivalent de conduite qui ont été enregistrés, ce qui est fabuleux. Mais et là encore, tu vois qu'en Europe, on n'a pas pris la mesure de ça. C'est-à-dire que pendant que Tesla enregistrait toutes ces données, nous, on se posait la question encore, est-ce que c'est bien de faire de la conduite autonome? Est-ce que c'est bien de faire de la voiture électrique? Est-ce que c'est bien de mettre des caméras dans les voitures? Et en fait, Tesla a pris énormément d'avance. Et là, en fait, on le prend en pleine figure. C'est-à-dire qu'on se dit, ah oui, en fait, tu vois, les trajectoires que tu prends dans les ronds-points, dans les carrefours, justement, qui sont pas toujours, tu sais, bien nettes. En fait, quand tu regardes ces Tesla qui conduisent toutes seules, tu te dis c'est exactement ce que j'aurais pris comme trajectoire, mais c'est normal parce qu'elle prend exactement ce que les autres ont pris. Bah oui. Elle se conduit pas comme un robot, tu sais, à vraiment essayer de surfaire un petit peu le code de la route et tout. Et il y a même une option qui lui permet de transgresser les limites de vitesse. Ça, j'ai trouvé ça très drôle. Donc tu mets ton pourcentage, tu peux dire 0, donc elle respecte pas de problème, mais tu peux la laisser être un peu au-dessus. Ce qui permet, alors c'est amusant parce que comme elle sait là où il y a des radars ou pas, les gens ralentissent. Et ben en fait, par exemple à Marseille, tu vois, tu as l'autopont, tout le monde roule un peu au-dessus parce qu'il n'y a pas de radar, et du coup par défaut, elle va rouler un peu au-dessus parce qu'elle va suivre le flot. Et en fait, je trouve ça aussi très intelligent de se dire tiens, je fais une voiture autonome, mais qui est pas une voiture bête, qui est une voiture qui va essayer de se fondre dans la masse, en tout cas tant qu'il y a des humains sur la route, et tout en respectant le code de la route, on va dire correctement. Mais c'est vrai que là, du fait qu'ils sont pas encore responsables, on va pas envoyer une amende à Tesla s'il dépasse la limite, ce sera toi qui la prends. Donc c'est à toi de dire bon, j'accepte qu'il y ait un petit que je puisse rouler là à 60 au lieu de 50, mais c'est à tes risques et périls aussi derrière. Mais en fait, toute la philosophie de ça, c'est vraiment de se dire c'est comme si je mettais un peu un humain dans la voiture. Et tu vois, moi, ce qui me fait encore plus halluciner, c'est que Elon Musk, c'est quand même, bon, c'est la tête de turc de tout le monde, pour plein de raisons, des fois qui sont légitimes, je dis pas, hein, mais quelque part, on se moque de lui tout le temps, il nous promet la conduite autonome tous les ans, etc. Mais il est quand même arrivé, quoi. C'est-à-dire que à la fin, oui, les promesses, les dates, il y a le champ de distorsion, c'est un peu comme à l'époque de Steve Jobs, mais quand même, il avait quand même sur le timing qu'il a du souci, c'est-à-dire, j'entendais un papier récent qui disait tiens, ça y est, peut-être que la production du Roadster de Tesla va commencer. Là aussi, ça fait 8 ans, 9 ans, je sais plus. C'est-à-dire que si on fait abstraction de ces promesses sur les délais, parce qu'évidemment, à chaque fois qu'il se met à promettre une date pour quelque chose, tu dis oui, très bien, on s'en reparle. Mais tu as quand même plus d'articles, tu vois, qui dénoncent ces dates qui viennent pas, plutôt que là j'étais un peu content de voir un peu quand même que les gens, enfin les journalistes qui ont essayé ça ont été quand même suffisamment bluffés pour dire bon, il y a quand même, ils ont quand même de l'avance, il a quand même fait les bons choix, quoi. Mais en fait, quand tu suis un peu ce qui se passe chez Tesla, ça fait longtemps que le FSD il marche quand même plutôt pas mal. Moi j'ai des potes, ils vont au bureau là depuis qu'ils ont autorisé ça aux États-Unis sans rien toucher. Alors les États-Unis c'est pas l'Europe, voilà, c'est ça, parce que c'est ce qu'on disait, on disait ça reste une voiture américaine, ils ont plus de data sur l'Amérique, là-bas les routes elles sont carrées, c'est beaucoup plus large. Venez à Paris, vous allez voir quand votre voiture elle va essayer d'aller dans le Marais, enfin tu vois, etc. Ou à Marseille. Non, en fait ça passe. Et c'est intéressant, j'ai bien aimé l'analyse qu'en faisaient nos camarades de Frandroid, qui disaient en fait c'est une voiture qui est régie par 3 priorités dans l'ordre. La première c'est la sécurité, la deuxième c'est le code de la route. Et la troisième, c'est qu'il faut trouver un moyen de continuer à avancer. C'est pas juste il y a une camionnette qui est à moitié garée sur la route, il y a une ligne blanche, moi je m'arrête, je fais plus rien. Non, elle a quand même vraiment pour but de t'amener à ta destination et pas juste de dire, enfin de faire ce que ferait un conducteur humain, parce que voilà, moi j'ai une rue à côté où il y a des camions de livraison tout le temps, parce que t'as tous les grossistes en vêtements chinois, etc. Et si t'étais sur le strict code de la route, j'y serais encore depuis 9h ce matin, quoi. Donc du coup, elle prend des initiatives tolérables, j'ai envie de dire, qui mettent pas en jeu ta sécurité, mais
mais qui te permettent d'avancer, quitte à mordre un peu sur la ligne. Et non, c'est impressionnant. Là, pour le coup, très honnêtement, ça donne envie. Enfin, c'est-à-dire que... Oui, puis tu vois en fait que c'est prêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va encore mettre 5 ans avant d'autoriser ça. Non. Mais cette voiture est quand même plus sécurisante que pas mal de chauffeurs humains que tu as pu prendre, tu vois, des Uber, etc. Donc en fait, le trade-off en termes de sécurité, je trouve qu'il est bon. Mais ce qu'il y a, là, je discutais avec des gens qui justement suivent de très près tout ça en Europe. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'Europe est même extrêmement frileuse parce qu'elle veut, par exemple, de la redondance sur les capteurs. Elle veut plutôt des lidars que des caméras. Et en fait, derrière, c'est-à-dire que le test empirique, quelque part, il a pas tant de valeur que ça aux yeux des décideurs. Et je trouve ça très malin de la part de Tesla de faire tester ça aux gens pour mettre une espèce de pression populaire en disant mais les gars, vous allez essayer quoi. Il y a un moment, c'est comme la voiture électrique. Au lieu d'en parler, achetez-en une et puis faites des tours de roue et puis après allez nous dire qu'il faut continuer sur le thermique. Ouais, parce que le problème c'est que jusque-là la régulation européenne marche sur un système de checkpoint et de règles, etc. On n'est pas sur qu'est-ce que ça donne en vrai, on est sur la liste des moyens et des règles que tu as mis en place, etc. Alors que là en plus tu es sur un système apprenant, donc c'est difficile de dire, c'est un peu comme un LLM, tu vois ce que je veux dire. Exactement, les gens qui les développent sont incapables de dire exactement comment ça marche. Surtout que d'avoir plein de capteurs ne garantit pas du tout la sécurité, parce que tu peux mettre des lidars dans tous les sens. On a vu des accidents avec du lidar. Donc, Mais alors, j'ai une autre bonne nouvelle, c'est que le seul défaut de ce système chez Tesla, c'est qu'il est cher. Je crois que si tu l'achètes, c'est 7 500 €, ce qui est quand même hors de prix. D'autant que je suis pas au clair totalement sur le fait de savoir si la fonction te suit la voiture. Si quand tu vends la voiture en direct... Tu as droit à un transfert, je crois. Mais je crois que c'est en fait pas énorme. Mais... Je crois que l'histoire, c'est que si tu la vends en direct à quelqu'un, la fonction reste. Mais si tu la fais reprendre chez Tesla, eux la retirent. C'est bizarre cette histoire. Bon, après, il y a les abonnements. Hein, si tu veux pas payer trop cher pour l'été, tu vois. Tu payes $100 pour le mois. OK. La bonne nouvelle, je voyais aux États-Unis, Rivian vient de dévoiler son système de conduite autonome. Alors eux, il y a un lidar, bon, très bien. Mais surtout, c'est moins cher. Tarif affiché à l'achat 2 500 et pas 7 500 et $50 par mois. Et là, je pense qu'à 50 € par mois, moi qui fais 3000 km par mois, c'est moins que toi, mais quand même. Et puis surtout de routes passionnantes parce que c'est autoroute périph. Là, je serais absolument ravi, quoi. Ça, j'attends. De toute façon, il y a aussi un phénomène, c'était Tesla, au début c'était très cher parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui achetaient les voitures, etc. Et c'est un peu pareil. C'était des voitures de radiologues, comme tu disais, Bah exactement, tu pouvais pas te payer ça quoi. Mais même aujourd'hui, elles sont quand même encore très chères les modèles haut de gamme. Mais petit à petit, effectivement, ceux qui ont payé le prix fort, il faudra peut-être leur donner l'accès en premier. Puis au bout de quelques années, on va leur dire bon, puis une fois que tous les Chinois te mettront le truc qui marchera peut-être moyen mais gratuit, Musk aura pas trop le choix non plus. La pression il essaye de récupérer. Bah voilà. Je pense que la pression va être vachement forte. Hein. Ça me rappelle le début de la sortie de la Model 3, en fait, 2019, chez nous. C'est 2017 aux États-Unis, la présentation, je crois. C'est ça, voilà. Et 2016, on avait entendu 3 ans. Et le truc très lourd, c'est qu'évidemment, avant ça, tu n'avais que des Tesla à plus de 100 000 € chez nous. Et donc, tu tombais de 100 000 à 60, puis 50, 40. Et les premières réactions que je voyais en ligne de possesseurs de Tesla, enfin de pionniers quand même, disons-le, qui en gros disaient « Mais qui sont ces gueux qui viennent sur mon superchargeur ?» avec leur voiture pas chère. Mais ça, c'est terminé. Enfin voilà, maintenant c'est devenu, c'est quand même le prix d'une Toyota Corolla. Enfin, c'est pas... Ah oui, non, mais c'est même moins cher que des 10008, etc. Mais juste pour finir sur le FSD, tu sais que l'air de rien, quand j'ai testé ça, j'avais l'impression de vivre un moment de l'histoire. Et il n'y a pas beaucoup de moments, tu sais, je sais pas, tu découvres l'iPhone, il y a quelques moments technologiques comme ça où l'IA, tu vois, quand ChatGPT est arrivé, c'était quand même un moment de l'histoire. Et ben là, c'était un peu pareil, c'est-à-dire, c'était quand même la première fois qu'en Europe, un nobody pouvait tester ça dans la circulation. Et c'était assez grandiose. Moi, je l'ai vécu un petit peu comme ça, et je pense que tous les gens qui y sont allés sont revenus avec des étoiles dans les yeux en se disant mais tu sais c'était, je me rappelle la première fois où j'ai montré dans la rue, il y avait quelqu'un qui me demandait mon chemin, c'était une dame assez âgée, et je lui montre le GPS, il y avait le petit point dessus avec la carte, et je lui dis on est là, vous allez là. Elle me regarde, elle me fait mais ça existe vraiment ça?
Et c'était le GPS, tu vois, elle découvrait le GPS sur le téléphone. Et en fait, pour moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a vécu quand même, nous, notre génération, là, des moments incroyables, et ça en fait partie. Et dans quelques années, tu vois, ce sera un truc, tous les gamins, ou les vieux, ils iront chez le médecin avec une voiture autonome, ils se poseront même pas la question de conduire. Il n'y aura même pas de discussion. Mais surtout, et moi, c'est ça qui me marque, c'est que moi, j'ai des souvenirs des premières voitures à autonomie limitée que j'avais pu essayer, jamais seul, toujours. Enfin voilà, la première au Japon, c'était incroyable. La deuxième, c'était au CES de Las Vegas, il y a, je sais pas, 10 ans. Mais à chaque fois, tu vois, tu avais un conducteur, un ingénieur, 3 lidars sur le toit, la voiture avait coûté 5 millions. Enfin, non, là, on te montre un truc avec une voiture qui existe déjà, en fait, que tu peux déjà acheter. On te dit, non, mais vous savez, c'est une mise à jour logicielle et ça marche. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que et concours de circonstances, la même semaine, je sais pas si t'as vu, Stellantis a fait des démos aux journalistes, justement, dans des voitures un peu comme ça, des Frankenstein. T'as BMW qui se réjouissait de pouvoir montrer ça sur autoroute, la voiture dépassait toute seule quand tu regardais le rétro. Quand tu regardais le rétro. Quand même, enfin, je veux dire, on n'est pas sur la même planète, là. C'est deux niveaux complètement différents. Il y a un très grand décalage. Et surtout, c'est des trucs qui sont... en face, tu as des prototypes. Alors, ça va avancer très vite, enfin, sans nul doute, mais non, c'est impressionnant. Allez voir les vidéos de nos amis de Frandroid, par exemple, ou celles de BFM, ou Le Parisien aussi, on a fait une. C'est bluffant. C'est-à-dire que c'est bluffant parce que ça marche. Enfin, comment dire, je trouve pas mes mots. Ils n'ont pas eu d'accident. Tu vois, ils ont même pas eu vraiment. Il y a eu des petits trucs, mais il n'y a pas eu de piétons renversés, de voitures abîmées. Mais non. Et voilà, donc c'est de ça. Il y a eu un édito dans le New York Times signé par un neurologue, un chirurgien neurologue, qui dit écoutez, moi j'ai regardé ça de près. Il se passe un truc. C'est-à-dire que je vous explique comment ça se passe quand on fait de la science. Quand on fait de la science et qu'on fait de l'expérimentation, il y a deux choses qui font qu'on arrête une expérimentation. Soit on s'aperçoit qu'en fait, le truc qu'on est en train de tester, la molécule, le machin, très bien, est terriblement nocif. Il y a des effets secondaires absolument terribles pour le patient. Donc, on arrête, c'est pas la peine. Soit on s'aperçoit que les effets bénéfiques sont tels qu'il faut juste arrêter l'expérimentation et en passer à la commercialisation. Et il dit là, on est face à une technologie où quand on regarde froidement les chiffres, il faut arrêter l'expérimentation. C'est, enfin, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il faut en passer directement. C'est un truc qui doit être généralisé. Pas parce que c'est génial, pas parce que ça va vous faire gagner du temps, pas parce que c'est confortable, mais tout simplement parce que ça va sauver des milliers de vies. Donc il dit c'est pas une question de technologie, de machin ou de progrès de l'humain. Non, c'est une question de santé publique. C'est-à-dire que je crois qu'aux États-Unis, il y a quoi ? C'est 30 ou 40 000 morts de la route par an. Ah ouais, c'est autant que les armes à feu, je crois. Ouais, c'est ça. C'est quand même 10 fois plus que chez nous, même s'ils ont moins de 6 fois la population. Donc, on va dire que les routes sont quand même moins sûres que nous. Ouais, les routes sont moins sûres que chez nous, très clairement. Mais même chez nous, c'est un truc où on pourrait tous les accidents dus à la somnolence, la nuit, incroyable. Je parle pas des accidents dus à l'alcool. Enfin, tous les trucs qui sont dus clairement au conducteur. Pourrait être dans une très large mesure évité, quoi. Mais ce qui m'étonne quand même, c'est que effectivement, avec une approche un peu comme ça, tu pourrais te dire, on avance par palier et puis on commence à autoriser des choses. Mais je vois la conduite autonome de niveau 2 là, sur autoroute, ça fait 10 ans quasiment qu'on peut faire ça. Moi, j'avais essayé ça sur des Volvo dans les années 2014, je crois, quelque chose comme ça. Et ça marchait relativement bien. Et en fait, aujourd'hui, sur autoroute, on pourrait très bien déléguer la conduite jusqu'au péage ou jusqu'à la sortie, mais en tout cas sans problème. Et en fait, ce qu'on impose en Europe, c'est exactement tout le contraire. C'est-à-dire qu'on impose que quand tu mets la conduite autonome, tu dois être plus concentré que quand tu ne l'as pas. C'est-à-dire que tu as des caméras qui t'observent, tu dois tenir le volant, et si tu ne le fais pas, on te sanctionne. C'est-à-dire que c'est plus facile de tenir son téléphone sans qu'avec. Ce qui est quand même toute l'aberrance du truc, ça devrait être le contraire, tu vois. On devrait t'autoriser à faire des choses que d'habitude tu n'es pas autorisé à faire. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Et en fait, on va pas du tout dans ce sens-là, même si moi, évidemment, comment ne pas être d'accord avec ce que tu dis. Mais parce que je pense qu'on est complètement tétanisé à l'idée, parce que personne ne veut prendre la responsabilité d'un accident par un robot. C'est-à-dire que le jour où une Tesla écrase un enfant, mais ça va être un scandale monumental, alors que tous les jours, il y a des enfants, malheureusement, qui sont écrasés par des voitures. Même s'il y en a 12 la veille qui ont été écrasés par un conducteur normal dans une voiture normale. C'est injuste, mais la vie est injuste. C'est un problème philosophique.
dramatique, effectivement, de se dire que les machines vont pouvoir tuer des gens, quoi. C'est intéressant quand tu te poses la question en termes de santé publique, parce que ça, c'est une discipline où on est habitué à faire des règles de 3 un peu à la fois éthiques et compliquées. Tu vois, quand tu te dis, je sais pas. Tel médicament est absolument crucial parce qu'il sauve des milliers de vies par an. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent faire des réactions allergiques hyper violentes, voire même il y en a qui peuvent en mourir. Donc on va sauver 1 million de personnes, mais il y en a peut-être 3 qui vont mourir. Oui, mais à ce moment-là, tu dans la balance, si tu veux, la décision est finalement assez simple. Et là aussi, mais je suis d'accord sur le fait que de toute façon, tu vois bien le nombre de trucs. On dit regarde, cette Tesla a eu un accident terrible. Oui, mais il y avait un conducteur au volant. Finalement, le truc qu'il y avait eu rue de Tolbiac là, il y a quelques années, où il y avait quand même un mec qui avait foncé à plus de 100 dans un arrêt de bus, c'est pas sa pédale d'accélération qui s'était bloquée, hein. Apparemment il allait juste très vite. Non, mais le fond de l'histoire, de toute façon, c'est toujours notre rapport à la gestion du risque, qui n'est pas uniquement basé sur les chiffres, mais sur l'affect. Et tu le vois aujourd'hui, on est à 2 doigts d'obliger les skieurs à porter un casque. Ils l'ont fait en Italie, là, alors que tu regardes, il y a 2 morts par an au ski, alors qu'en trottinette, c'est pas obligatoire et qu'il y a maintenant, il commence à y avoir des... Alors, je veux pas dire de bêtises, mais ça commence à se chiffrer un petit peu. Et voilà, en fait, il n'y a pas de logique, en fait. Tu te dis, si tu regardes que le nombre de morts, tu mets un petit peu les règles en fonction de ça. Mais non, c'est beaucoup par rapport au ressenti, à tout un tas de choses. Tu vois, la cigarette et l'alcool, ça devrait être interdit par rapport à tout ce qu'il y a derrière. Yep. Mais bon... c'est compliqué d'interdire ça, mais quelque part, on accepte un niveau de risque sur certaines choses, certaines activités, et pas d'autres. Et la voiture, je pense que c'est le reflet ultime un peu de ce qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés modernes. Ouais, en fait, le problème de la voiture, c'est que c'est pas juste un outil de déplacement. C'est plein de choses à la fois. Beaucoup d'actualités encore à couvrir, des nouveautés chez Tesla. Une nouvelle Tesla qu'on n'attendait pas, qu'on pensait qu'elle serait juste chinoise. Et ben non, finalement, elle va arriver chez nous. On s'en parle dans un instant. Je voulais d'abord faire un tour de l'actualité outre-Atlantique. Ceci avec mon ami Martin Archambault qui anime le podcast Silence en roule. On l'écoute. Bonjour Martin Archambault. Bonjour Cédric, comment ça va? Ben, c'est toujours un plaisir de te retrouver. On sait qu'il y a une riche actualité, en tout cas politique, de ton côté de l'Atlantique. C'est bien, hein, grâce à vous, on s'ennuie jamais. Moi, je regarde plein de vidéos. Je regarde en ce moment plein de vidéos de Canadiens qui expliquent qu'ils voient arriver des personnels soignants, enfin, qui voient arriver des réfugiés américains de leur côté de la frontière, etc. Mais on sait qu'il se passe aussi pas mal de choses du côté des véhicules électriques, et j'ai envie de dire même de l'électrification des transports en général, non? Oui, ça bouge beaucoup. Je l'ai souvent dit à ton podcast, Cédric, mais ici, on dit souvent que lorsque les États-Unis attrapent le rhume, les Canadiens ont tendance à tousser un peu. Malgré, je dirais, l'éloignement graduel et le fait qu'on n'adhère vraiment pas à une vaste majorité des nouvelles politiques amenées par le président Trump, reste que on est impacté très durement au niveau de grands courants. Même si on n'embarque pas dedans à 2 pieds, les effets, les répercussions font en sorte que tranquillement, pas vite, on sent que le gouvernement canadien prend certaines mesures, ou prend du recul, je devrais dire, sur certaines mesures positives pour l'électrification des transports qui avaient été mises en place dans les dernières années. Et là, graduellement, on se désengage. Au niveau fédéral, donc, un ministre important du gouvernement a remis sa démission il y a quelques jours à peine. Stephen Guilbeault, qui est le fondateur d'Équiterre, qui est un organisme écologique très important ici au Québec, qui a fait le saut dans l'arène politique, qui travaillait avec le gouvernement Trudeau, avec l'arrivée du nouveau premier ministre Carney. Le premier ministre Carney a commencé à s'éloigner un peu de la couleur verte qui avait toujours été présente avec le gouvernement Trudeau, et tranquillement, pas vite, prend des décisions qui vont non seulement à l'encontre, mais détruisent tout l'héritage écologique que Stephen Guilbeault avait créé au fil des années, autant lorsqu'il était à Équiterre qu'au gouvernement. Donc, devant de telles décisions, il a décidé de quitter. Et parmi les décisions en question qui ont fait sursauter M. Guilbeault, l'idée de signer une entente entre l'Alberta et le gouvernement canadien pour
imposer des oléoducs qui vont amener du gaz dans les différentes provinces canadiennes, ce qui ne fait pas du tout l'affaire de M. Guilbeault. Et des Québécois en général, je devrais dire, on est assez réfractaires aux oléoducs. Donc, ça bouge. Et on voit aussi qu'au niveau du gouvernement provincial, les avantages pour les voitures électriques commencent à s'effriter tranquillement pas vite. Les subventions disparaissent graduellement. On a su, il n'y a pas tellement longtemps, qu'on va avoir sur les permis de conduire des gens qui conduisent des voitures électriques, vont avoir une surprime sur leur permis de conduire pour compenser le manque à gagner des taxes qui sont récoltées sur l'essence pour l'entretien des routes. Voyez-vous, c'est pas un gros montant, c'est relativement symbolique, je devrais dire, mais c'est quand même un message. Le message est fort. Avant, on récompensait les gens qui faisaient le tournant électrique. Maintenant, on leur impose une taxe supplémentaire, voyez-vous. Donc, c'est vraiment un changement qui rend la pilule un petit peu difficile à avaler pour l'ensemble des acteurs du milieu de l'électromobilité au Québec et au Canada en général. L'autre actualité, Martin, c'est que pour aussi longtemps, aussi loin que je me souvienne, Tesla tenait évidemment le haut du pavé des ventes du côté de chez toi. Et cette suprématie-là, elle est maintenant entaillée par, j'ai envie de dire, c'est presque l'Empire contre-attaque, quoi. Oui, effectivement. Puis c'est une tendance qu'on a vu passablement s'installer au cours de la dernière année, je dirais. Quand on regarde les ventes trimestrielles de voitures électriques, plein de facteurs l'expliquent, mais entre autres, si on regarde du cas de Tesla, les modèles de Tesla ne sont plus tous éligibles aux subventions, ce qui fait que ça les rend un peu moins alléchantes. D'un autre côté, les voitures qu'on a eues ici de Tesla pendant plusieurs mois étaient des voitures qui étaient soit fabriquées aux États-Unis, sur lesquelles on a des taxes au Canada en riposte aux taxes américaines. Et sinon, il était fabriqué en Chine. Là encore, on a des taxes, ce qui fait que les voitures Tesla disponibles au Canada, la Tesla Y particulièrement, étaient très taxées. Maintenant, on a des modèles qui viennent d'Allemagne, où les taxes sont beaucoup moindres, donc ça aide un peu. Mais tous ces facteurs-là mis ensemble ont fait en sorte que Tesla a pris un peu de recul et nous, c'est le raz de marée chez GM Chevrolet. Là. Il y a la Bolt qui a été le modèle de véhicule de Chevrolet fort ici en Amérique, une petite voiture, mais tellement populaire. Et depuis quelque temps, c'est la Chevrolet Equinox, je devrais dire, qui a battu tous les records. En fait, la Chevrolet Equinox a mieux fait en termes de vente à court terme que même la Tesla Model 3 lorsqu'elle est sortie. Là, c'est pas peu dire, là, la courbe de vente est pharaonesque. En fait, on est passé en quelques mois d'un véhicule qui sortait, donc quelques unités vendues. Et maintenant, au moment où on se parle, l'Equinox est le 5e véhicule électrique le plus immatriculé sur les routes. Là, je ne te parle pas de vente, je te parle actuellement sur les routes qui roulent. C'est quelque chose comme 20 000 et un peu plus de 20 000 véhicules Chevrolet Equinox qui roulent sur les routes du Québec en quelques mois seulement. Donc, on a détrôné des véhicules aussi populaires que la Toyota Prius, le RAV4, l'Ioniq 5, la Mustang Mach-E, la Volkswagen ID4 qui sont rendus loin derrière. C'est impressionnant parce que c'est vrai que GM, Chevrolet, c'était quand même pas ceux qu'on attendait dans ce genre de classement. Jusque-là, c'était un peu, on sentait un léger manque d'enthousiasme chez eux pour le segment électrique. Oui, mais je dois dire qu'ici, il faut comprendre qu'au Québec, depuis plusieurs années, la Chevrolet Bolt a été très, très, très populaire. Donc, la présence de Chevrolet était là, mais était là dans un segment très niché. Là, on a vu arriver à peu près en même temps le Blazer, l'Equinox et le Silverado, qui est une camionnette, une grosse camionnette électrique, là, mais énorme, mais qui est très populaire. Là. Je dirais que, évidemment, elle n'a pas la même popularité que le F-150 Lightning parce que, il est là depuis plus longtemps, puis il est mieux établi, puis il arrive en déclinaison un peu plus abordable, mais les gens qui veulent faire ce qu'on appelle du heavy duty, là, tirer des fortes charges, puis travailler de façon très robuste, là, c'est un véhicule qui est impressionnant, là, 800 km d'autonomie, puis des capacités de recharge là, qui approximent les 400 kW sur les bornes rapides. C'est quand même assez impressionnant.
On oublie que la peur de la panne sur la transcanadienne en hiver, c'est quelque chose de bien réel. Oui, mais quand on a une voiture électrique puis qu'on s'habitue tranquillement pas vite, on se rend compte que cette part-là est parfois un peu irrationnelle et fondée sur les préjugés qu'on a face à l'électrique, mais finalement, avec les autonomies d'aujourd'hui et les sites de recharge qui sont maintenant aux 25-30 km maximum sur les autoroutes, là, il faut faire attention de bien faire fi de tous les alertes de la voiture pour tomber en panne parce que c'est difficile. Merci beaucoup, Martin. Merci à toi. Ça fut un plaisir, Cédric. Comme toujours, c'est un grand plaisir de te retrouver. À très bientôt. Merci. Ciao. Et voilà, on retrouve évidemment Martin Archambault dans Silence, on roule. Il y a une actualité qu'on n'a pas eu le temps de couvrir. C'est pas qu'on n'a pas eu le temps, c'est que cet entretien a été enregistré avant que l'actualité ne tombe. C'est que Ford est en train de se désengager progressivement, en tout cas, du véhicule électrique, en tout cas outre-Atlantique, et entre autres a arrêté la production de son, comment s'appelle-t-il, de son F-150, de son pick-up star, enfin dans sa version électrique, qui s'appelle le F-150 Lighting. Je sais que tu rêvais d'en acheter un, Didier. Tu sais que je l'ai essayé en Europe sur un circuit, c'était rigolo quand même. D'ailleurs, il est commercialisé en Europe. Tu sais qu'en Suisse, il est légal et je sais plus, il y a quelques pays aussi en nordique comme ça. Moi, je pense que Ford fait une énorme erreur, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une concours de circonstances qui est déjà qu'ils vendent pas beaucoup de voitures électriques. Elles sont trop chères, elles sont pas terribles, soyons clairs. J'ai vu pour la première fois aujourd'hui une Ford Capri électrique. Qui n'est pas une Ford, donc. Une voiture électrique de plus, mais je sais pas si c'est pas une Ford, mais en tout cas, moi je te promets que mon papa, il y a bien longtemps, avait une Ford Capri quand j'étais môme, et pour moi c'était la plus belle voiture du monde. C'est un truc, tu vois, blanche à 2 portes, avec des grandes banquettes en Sky. Et cette voiture que je l'ai vue, quand j'ai vu qu'il y avait marqué Capri derrière, ça n'a rien à voir. Enfin, ça a autant à voir que la Ford Mustang Mach-E avec une Ford Mustang, quoi. Après, ces véhicules-là sont pas si mal. La Mustang, non, c'est des chouettes voitures. Mais c'est vrai que le rapport que tu avais à cette marque et à ce modèle. Au moins, la Renault 5 ressemble à une Renault 5 et même la Renault 4 version électrique ressemble bon an mal an à une Renault 4. Là, ils ont gardé la signature, mais tout le reste a changé. Ils auraient dû faire les voitures qui nous font rêver en électrique, c'est-à-dire la Mustang électrique, ces trucs-là, ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Et en fait, ce qui est étonnant, alors je sais pas si tu as vu dans l'actualité, c'est que déjà, effectivement, la Capri, l'Explorer, c'est des Volkswagen un peu rebadgés, entre guillemets. Ford refait la carrosserie, mais à l'intérieur, c'est tout du Volkswagen, les batteries, tout le système. Et ils vont faire la même chose avec Renault. Donc, ils vont faire des R5 Ford, en gros, des Fiesta. Voilà. Et c'est quand même enfin, tu te dis, c'est un aveu d'échec énorme de se dire que finalement, je renonce à mon électrique maison pour aller faire des ersatz d'électrique avec la concurrence, parce que si tu veux mettre un badge dessus, tu vois, c'est quand même perdre un peu son identité aussi. Et c'est dommage parce que Ford, on a tous beaucoup de... Moi, j'adore quand je vais aux États-Unis louer des Mustangs. Enfin, on adore cette marque. Il y a beaucoup de gens qui adorent les F-150, qui adorent aussi... en Europe, on a des pick-up un petit peu moins gros. Mais les Anglais, ils ont un fétiche de Ford. Ils ont... Exactement. Ça a été la marque numéro 1 en Angleterre pendant très longtemps. Mais Ford devrait être Rivian un peu. C'est-à-dire que sur les pick-up, ils devraient avoir pris ce pli-là. Et d'ailleurs, ils avaient investi au début, puis ils sont rétractés. Enfin, en fait, ils ont tout loupé sur l'électrique. Et maintenant, Trump leur donne l'occasion un peu d'en sortir. Voilà. Mais je pense qu'ils vont prendre un retard énorme. Et que le retour de bâton, alors il sera peut-être pas tout de suite, il sera peut-être dans 10 ans, effectivement. Mais tout le retard qu'ils auront pris sans collecter de data, tu vois, sans avoir toute l'expertise sur l'électrique, va être vraiment dommageable pour eux. Alors, ils ont toujours ces partenariats qui sont possibles, mais c'est vrai que c'était quand même une marque emblématique. Ça a été un des plus grands constructeurs sur le thermique. Et en fait, ça me fait penser à beaucoup de constructeurs, y compris en Europe, qui, à mon avis, vont avoir du mal à passer la prochaine révolution s'ils n'investissent pas massivement dans ces technologies, quoi. La seule solution qui leur reste, c'est vraiment de fermer les frontières, parce que sinon, quand tu vois la richesse de gamme des voitures qui arrivent chez eux aujourd'hui en provenance, je veux dire, d'autre part que des États-Unis, ça va être quand même très. Mais ils ont encore l'inertie. Le F-150, ça reste la voiture la plus vendue, je crois, aux États-Unis. Donc, c'est sûr que pour l'instant, ça va aller. Et en fait, ils ont encore peut-être 5 ans, 7 ans tranquilles. Et par contre, quand Rivian va commencer à vendre plus de voitures qu'eux, ça va commencer à être compliqué, quoi. Et ça pourrait arriver assez vite, en fait. Oui, non, mais c'est pas gagné. On se parlait de Tesla tout à l'heure. J'ai vu une info disant que Starlink, alors on sait que
évidemment, Elon Musk a un amour qui s'appelle l'intégration verticale, c'est-à-dire juste arriver à empiler ces différentes activités pour n'en faire qu'une. On a vu Grok qui est en train d'arriver dans les Tesla et qui va pouvoir poser des questions du genre, des trucs complexes. Par exemple, pour la navigation, je trouve ça intéressant. J'utilise pas du tout Grok le reste du temps, mais avoir juste un LLM dans ta voiture à qui tu puisses dire, tiens, regarde, j'arrive à, pas Châteauroux, pas Châtel, j'arrive à Limoges, voilà. J'ai 3 heures à tuer, fais-moi un parcours avec 4 points de Limoges qu'il faut absolument que je découvre et qu'il puisse aller chercher dans le guide de tourisme, te faire le truc et te faire la navigation. Ça, c'est vrai que ce serait assez magique. Ça a pas l'air d'être, c'est censé être dans la mise à jour de Noël qui est arrivée chez tout le monde récemment. Moi, j'ai rien vu chez moi. Moi, j'ai vu une mise à jour, mais j'ai pas vu Grok à l'intérieur. Peut-être que ça ne concerne que les États-Unis pour l'instant. Mais alors, l'annonce qu'en est pas une, on est plus près de la rumeur que de l'annonce, c'est qu'il pourrait bientôt y avoir des antennes Starlink intégrées dans le toit des Tesla. Jusque-là... moi, je suis même surpris que ça soit pas déjà le cas depuis longtemps, tu vois. En fait, peut-être qu'il n'a rien dit et que c'est déjà le cas, en fait. C'est que peut-être que finalement, il n'y a pas juste une puce 4G, parce qu'il y a une puce 4G pour la navigation, pour plein de choses, même pour regarder Netflix et le reste. Mais alors, ils ont des problèmes parce que d'abord, on rappelle que les toits Tesla dans l'ensemble sont en verre, donc c'est difficile de cacher plein de trucs, mais on doit pouvoir cacher une antenne quelque part. Enfin, je pense que les solutions existent. Et puis, du coup, voilà, Elon Musk pourrait prendre d'une poche pour donner dans l'autre et surtout arrêter de donner de l'argent parce que je connais pas la teneur des contrats qu'il a avec les opérateurs européens, mais ça doit les opérateurs partout dans le monde, mais ça doit quand même représenter de l'argent parce que en fait cette connexion tu la payes pas ou tu payes 10 € par mois pour les services qui vont autour, mais ça doit pas être un truc hyper rentable et ça commence à représenter puisqu'il y a plus de 8 millions de Tesla sur les routes aujourd'hui, donc voilà, ça doit être une bonne ligne dans le compte d'exploitation où quelqu'un s'est demandé, mais on pourrait peut-être optimiser ça si on mettait Starlink dans toutes les voitures. Puis alors surtout, tu aurais un débit. Bon, honnêtement, quand tu as de la 5G, 4G, machin, tout marche, tu regardes Netflix et YouTube. Enfin, pour ce que tu fais de ce débit, ça marche, mais peut-être que tout à coup, nos voitures deviendraient des hotspots. Oui, puis en fait, je pense qu'il attend le trade-off entre, tu vois, le coût de l'antenne intégrée dans la voiture, je pense, et le coût des opérateurs qui payent actuellement. Parce que c'est pas si cher que ça de mettre de la 4G, de la 5G dans les voitures. C'est pas des gros débits, tu vois, t'as un peu le trafic. Même si Tesla, je pense, envoie quand même pas mal de data. Mais en fait, moi, ce qui m'impressionne là-dedans, et tu vois, nous, on suit beaucoup l'actu Apple depuis très longtemps, c'est de dire que Musk, il a quand même pensé sa voiture au-delà de la voiture depuis très tôt. C'est-à-dire que même Grok, qui est quand même un projet un peu interne, un peu bizarre, tu sais, comme les robots Tesla, enfin, il y a plein de petites choses un peu, des fois tu te dis, mais où est-ce qu'ils vont en venir avec ça ? Et tu dis, Apple n'a pas développé Grok, quoi. Apple, c'est quand même la plus grosse boîte du monde, enfin, maintenant plus vraiment, mais Apple n'a pas pensé à ça très tôt, mais lui, il a pensé pour sa bagnole, quoi. Donc, c'est quand même incroyable, parce qu'il s'est dit, en fait, quand j'aurai des voitures autonomes, je voudrais pouvoir leur parler, j'ai pas envie de taper forcément tout sur des écrans et je voudrais pouvoir effectivement, comme tu dis, accéder à un certain nombre d'infos. En fait, moi qui teste beaucoup de voitures, je trouve que dès que j'ai des IA dans les voitures, je me dis mais j'aurais une espèce de Siri un peu tu vois, haut de gamme, je dirais j'arrive bientôt, ouvre-moi la porte du garage, mets-moi la clim, allume-moi la chaudière, j'en sais rien, fais-moi tout ça. Mais ce serait tellement fabuleux, une bonne intégration comme ça dans la voiture. Et lui, il y a pensé. Et c'est la même chose pour la connectivité. Tu dis Apple qui vend des téléphones, ils auraient dû trouver un moyen d'être opérateur, satellite, etc. Ils avaient les moyens, tu vois, de déployer une petite flotte de satellites. Ils n'avaient pas laissé ça à Amazon, etc. Et c'est encore Elon Musk qui est derrière parce que lui, c'était, Starlink, je pense qu'il y a pensé beaucoup pour ses voitures. Puis après, il s'est dit, mais en fait, je peux les mettre dans les avions. Mais en fait, je peux les mettre dans les bateaux. Là, j'ai une amie, elle travaille sur les bateaux de croisière. Il y a un avant, un après Starlink. C'est-à-dire qu'avant, ils s'envoyaient des messages toutes les 5 minutes texte. Maintenant, ils font des visios comme à la maison sur des bateaux qui sont au Groenland, tu vois. Enfin, c'est quand même incroyable, quoi. Ça change tout. Et ça change tout. On l'imagine pas parce qu'en fait, le plus souvent, on le ramène à une expérience domestique. Mais le problème, c'est que tu as quand même plein d'endroits, même sans aller très loin. Il y a des endroits au cœur de la France où, désolé monsieur, il n'y a pas de fibre. Donc, et encore, aux US, c'est encore plus le cas parce que là-bas, parce que, effectivement, de toute façon, l'infrastructure est dégueulasse dans l'ensemble. Mais donc, évidemment que ça change la vie de plein de gens. Après, l'intégration dans la voiture, oui, je pense qu'il y a des challenges, mais je suis d'accord. Je pense que quelqu'un de regarder les courbes en disant voilà, on paye X ils ont la millions, Starlink centaines de Mini, millions. là,
Tu sais, les petites antennes, maintenant, elles sont pas grosses, hein, et je pense que ça s'intègre dans un toit. Là, le brevet, c'était sur un peu leur toit en verre pour essayer de mettre les antennes de façon un peu plus délicate, tu vois, que ça se voit pas trop. Ouais. Mais à mon avis, ils ont largement la place de mettre ça maintenant. Et surtout, ils arrivent à le faire en avion. Là, je sais pas si t'es allé dans Air France récemment. Non, j'ai pas essayé. Tous ceux qui ont ça essayé marche en vol, quoi. Moi, pour avoir souffert le martyre la dernière fois en rentrant de San Francisco, j'essayais d'uploader une vidéo, j'avais fait le montage dans l'avion et j'upload la vidéo, on était encore au-dessus du Canada et là, tout à coup, on sort du Canada, on arrive au-dessus du Groenland et là, il y a une zone blanche du satellite et là, la connexion s'est coupée pendant que la Dropbox essayait péniblement de se synchroniser sur mes, je sais pas quoi, 700 mégas de vidéo et il a fallu que j'attende, enfin bon, c'était l'enfer et là, à ce moment-là, je rêvais de Starlink parce que là, je pense que ça aurait été plié en 10 minutes, quoi. Donc, mais de fait, tous les gens que je connais qui ont essayé ça sur les quelques appareils Air France qui sont équipés jusque-là disent non, il y a un avant-après. Après, il y a un autre truc, c'est que les gens s'en plaignent en disant on n'a plus du tout l'excuse de non, j'étais pas joignable, j'étais en avion. Ouais. Tout que c'est gratuit. C'est-à-dire que tout à coup, il y a vraiment plus. C'est même pas. Non, j'allais pas lâcher, je sais pas, 40 balles pour. Tu comprends. Non, tu comprends plus, quoi. Et moi, j'ai ce vieux souvenir parce que quand même, j'ai un peu passé ma vie dans des avions Air France où ils nous envoyaient en tant que bons clients des enquêtes en disant bon, alors on étudie plein de trucs sur la connectivité en vol. Qu'est-ce que vous voudriez faire? Est-ce que vous voulez passer des coups de téléphone, envoyer des SMS, envoyer des mails? Est-ce qu'au contraire, vous avez juste pas envie d'être joignable? Et souvent, je disais non, en fait, dans l'ensemble, il faudrait vraiment que ce soit à la demande, quoi. C'est pas et c'est fini. C'est-à-dire que c'est vrai que maintenant, tu prends l'avion et on s'attend dans l'ensemble à ce que au moins tu reçoives tes messages, quoi. Je veux dire, soyons sérieux. Bon, t'as toujours comme l'excuse de non, c'est un peu comme le taxi dont le lecteur CB marche pas. C'est pas de chance. Là aussi, c'est non, l'avion, le Wi-Fi, il marchait pas. C'est vrai que c'est des technos, c'est un peu comme le GPS. Le GPS, c'est comme une techno assez complexe, l'air de rien. Moi, j'ai même appris que sans la théorie de la relativité, tu vois, il fonctionnerait pas bien. Donc, c'est vraiment, c'est quand même une constellation de satellites. Il y a beaucoup de techno. Puis maintenant, on arrive à mettre ça dans des micro-puces sur tes téléphones avec des toutes petites antennes. Ça capte même des fois un peu à l'intérieur. Enfin, tu dis, c'est incroyable ce qu'on a fait avec le GPS. Mais pour tout un chacun, maintenant, d'avoir de la localisation, c'est inné. Et en fait, on va arriver dans un monde où d'être connecté en permanence, y compris dans l'avion, tu vois, maintenant tu es dans le métro, etc. On a quasiment plus d'endroits où on n'a plus de connexion, quoi. Et c'est quand même un truc de dingue qu'on n'imaginait pas. Tu vois, on était encore à l'internet par ADSL il y a encore, je sais pas, 20 ans, quoi. Je mentionnais tout à l'heure dans les choses qui ne feront pas partie de notre avenir, une discussion que j'ai entendue là encore récemment sur l'hydrogène appliqué à la voiture personnelle, s'entend. Et là, ça y est, je pense que le quatrième clou vient d'être planté dans le cercueil par nul autre que le patron de Volkswagen, à qui on posait la question en disant regardez, par exemple, dans les alternatives, c'est 2035, tout ça, l'hydrogène, et il a dit non, arrêtez, non, soyez sérieux, l'hydrogène, c'est une mascarade. Je me souviens plus ces mots exacts, mais ça avait un côté très difficile. C'était pas normalement, t'es grand constructeur, t'as plein de partenaires, ça c'est compliqué. Faut que tu ménages plein de gens. Écoute, Thomas Schaeffer, le patron de Volkswagen, il vient de dire, non, ça, en fait, c'est inutile. Ça n'a aucun intérêt. Et d'ailleurs, on voit que je voyais passer, comment il s'appelait, ça me faisait sourire à chaque fois, ces taxis Hype, que je voyais encore dans Paris, sur le périph', etc. C'est terminé. Il y a vraiment, parfois, je vois une Toyota Mirai, mais si tu veux, aussi souvent que je vois une Lamborghini, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est quand même pas... Et donc, le patron de Volkswagen a conclu la discussion en disant la seule façon de décarboner rapidement les voitures grand public, parce qu'il reste une place pour l'hydrogène sur le super lourd, sur plein de trucs, c'est d'opter pour les voitures électriques à batterie. C'est assez rassurant venant d'un Volkswagen, surtout au moment... Moi, j'ai été frappé, parce qu'évidemment, Trump vient de faire un grand retour en arrière sur toutes les nouvelles normes environnementales lancées il y a 1 à 2 ans par l'administration Biden. Le dindon de la farce dans tout ça, c'est quand même Elon Musk. Lui, il a été snobé par Biden, et alors après, le drama avec Trump, tout ça, et qui tout à coup Trump revient en arrière. Et alors Trump était assis à son bureau, entouré par tous les grands patrons. Il y avait le patron de Stellantis, le patron de Ford, il y avait etc. qui sont tous venus les uns après les autres pour dire, c'est affreux, c'est terrible à regarder, pour dire vraiment merci président, grâce à vous, on va arriver à faire des voitures moins chères. Alors qu'en fait, c'est un retour en arrière terrible. Ils vont faire des voitures qui vont coûter plus cher aux gens, en vrai. Alors ça va coûter moins cher à l'achat, évidemment. Mais enfin bon, bref, ça m'a mis d'une humeur terrible.
terrible. Donc lire cette interview de Thomas Schaeffer de Volkswagen m'a fait respirer un peu, parce qu'évidemment, tout ça ne s'applique pas en Europe, où on a quand même des limites d'émissions qui sont assez stringentes. Et surtout, voilà, voir un grand constructeur dire arrêtez avec l'hydrogène, c'est une distraction, ça n'intéresse personne, ça n'a aucun intérêt. Le modèle économique n'existe pas. L'hydrogène vert, ça existe, mais on est à un pouillème de la production. Un peu de trucs sensés, parce que c'est vrai que la raison dans l'ensemble vient pas des constructeurs ces années récentes. Non, mais en fait, c'est ça qui nous a le plus surpris. C'est-à-dire que quand tu es ingénieur ou quand on va dire tu es technophile et que tu t'intéresses un petit peu aux énergies, tu comprends très vite que l'hydrogène, c'est pas une énergie primaire, que ça coûte très cher, que l'efficience est nulle, enfin, que à stocker, c'est problématique, que ça n'a pas une bonne densité énergétique. Donc, si tu veux faire des avions à hydrogène, bah, ça va ressembler à, je sais pas, des Canadair pour transporter 2 personnes. Et donc, ça arrivera jamais dans l'aviation commerciale. Enfin, tous ces trucs-là, mis bout à bout, fait que ça ne peut pas fonctionner. Et puis, voilà, tu parlais du transport et tout. Il y a tellement d'arguments contre l'hydrogène, mais dans le discours politique et dans le discours des constructeurs, des grands patrons, de l'économie d'ailleurs, tu vois, l'anglais et compagnie, eux, ils sont assez fans de l'hydrogène parce qu'en fait, ils n'ont jamais fait ce travail. Et c'était étonnant de voir des décideurs politiques mettre beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, on continue de le faire quand même, parce qu'on investit encore dans un peu moins, et en tout cas sur des projets qui sont plus proches de projets industriels, de trucs. Mais oui. on a totalement abandonné l'idée de dire on va refaire à l'identique un réseau de bornes à hydrogène partout en France. Oui, même pour les camions, c'est même pas encore acté. On préfère aller vers l'électrique. D'ailleurs, maintenant, il commence à y avoir des bornes de charge pour les camions, là, sur pas mal d'aires d'autoroute. Et tu te dis, bah, maintenant, il manque que les camions, mais on commence à en voir arriver un petit peu. Donc, c'est plutôt bon signe. Mais oui, bah, réjouissons-nous que la raison revienne un peu, parce qu'on commence à se faire du souci, là. On se parlait de recharge. Moi, je voulais vous raconter une expérience personnelle. Ces mois derniers, pour plein de raisons, je chargeais que sur des bornes publiques. Alors, il y en a une qui est à côté du bureau. On est à 33 centimes le kilowatt. Il y en a une autre qui est à côté de la maison. C'est un peu pareil, mais avec c'est ces bornes vaguement désagréables qui, en plus du prix au kilowatt, te prennent un prix à la minute qui change selon le moment de la journée. Plus 1 euro par charge. On se demande bien pourquoi. Donc tu t'es forcé de charger, si possible, après 20h, 22h, je sais pas quoi. Bon, bref. Et si tu oublies la voiture et que tu vas te coucher, tu te lèves le lendemain matin, genre, oh non, ça va encore me coûter 15 euros. Donc voilà, c'était pas hors de prix, mais c'était un peu plus cher. Donc là, je vais me remettre je me suis remis à charger chez moi. Et du coup, je me suis reposé la question de mon contrat électrique. En disant quand même, tu vois, j'ai un EDF bleu, j'avais vraiment pris 0 temps pour trouver le contrat. Et alors, évidemment, tu as plein de contrats alternatifs qui sont moins 4%, moins machin, etc. Et j'en ai trouvé un que je connaissais pas, qui est d'un opérateur qui, si mes infos sont bonnes, est anglais à l'origine, qui s'appelle Octopus. Et il y a plusieurs énergéticiens, enfin en tout cas distributeurs d'énergie, qui ont des contrats un peu taillés pour la voiture électrique avec, tu vois, des tarifs super bas la nuit ou des choses de ce genre. Eux, non, ils ont inventé des tarifs, on n'est même plus dans le tarif fait pour, parce qu'ils sont un peu en bas, en dessous du tarif régulé, mais surtout, ils te font un tarif forfaitaire. Et en gros, je paye désormais 30 euros par mois pour recharger ma voiture autant que je veux. Et alors évidemment, si je roulais très peu, ça n'aurait pas d'intérêt, mais il se trouve que je roule beaucoup. Et comment ça marche, parce que comment est-ce qu'ils savent que je suis en train de recharger ma voiture et pas de faire cuire un poulet? Bah c'est très simple. Non, c'est pas très simple. En fait, tu vas là, je suis allé dans mon application Tesla et je les ai ajoutés un peu comme tu vois, comme tu utilises Google pour te connecter sur un site tiers, c'est-à-dire que tu lui donnes quand même des identifiants, des trucs. Et donc Octopus a accès à ma voiture en temps réel. Enfin, accès est un bien grand mot, hein. Ils prennent pas la main sur le volant, mais ils savent où je suis, c'est-à-dire qu'ils savent quand je suis chez moi, et ils savent quand je mets la voiture en charge. Et quand je mets la voiture en charge, ils disent, bon, alors, tu voudrais que ta voiture, elle ait 80% de batterie demain à 8h, bouge pas, et ils te refont une planification de charge selon la puissance de ton équipement de charge, selon la capacité de la batterie, selon le besoin, selon l'heure, selon le truc, et ça le calcule absolument tout seul. Évidemment, j'imagine que quand ils le peuvent, ils calquent les heures de charge sur les heures moins chères. Là, j'ai envie de dire du vrai tarif spot, temps réel, qui est facturé aux opérateurs, qui peut être extrêmement bas, hein. Parfois, c'est vraiment 1 centime, 2 centimes. Il y a encore pas si longtemps, on avait même des tarifs négatifs parfois. On donnait de l'argent
d'argent aux opérateurs pour consommer l'électricité, parce que je rappelle qu'on est dans une situation où, ça y est, le PR de Flamanville est à 100% de niveau de production et la France produit plus d'électricité qu'elle ne sait en consommer, donc on est exportateur. Donc c'est nous qui sommes en train de verdir l'Allemagne et de l'absoudre de ses mauvaises décisions, entre autres. Amis belges, vous nous devez pas mal aussi, parce que sinon votre bilan carbone est dégueulasse. Enfin, le bilan de tout ça, c'est que je paye 1 € par jour pour recharger ma voiture, pour faire en moyenne 3000 km par mois, donc c'est une affaire absolument merveilleuse. Pour les gens qui roulent moins, ils ont une offre où ils sont pas sponsors de cette émission, hein, je vous raconte juste une expérience personnelle, où dans les mêmes conditions, si tu les laisses planifier ta recharge, ils te font, je crois, 70% sur le prix du kilowatt. Enfin là, tout à coup, c'est une offre, en plus, c'est une offre lisible. Ce qui n'est pas la vertu première d'ordinaire des offres des énergéticiens, si tu veux, où il faut, sortir ta règle à calcul quasiment pour dire, alors, si c'est le week-end, non. Si c'est le week-end, la nuit, alors, il y a creux et super creux. Non, voilà. Là, je sais, ça me coûte 1 € par jour. Donc voilà, encore une fois, Octopus n'est pas... Si Octopus veut sponsoriser ce podcast, ce sera avec grand plaisir. En attendant, je vous mettrai quand même un lien dans les notes de l'émission. Si vous voulez utiliser mon petit lien sponsor à moi, ça vous offrira, je crois, 40 € sur votre première facture. Et je crois que ça m'offrira à moi aussi. Vous allez m'offrir 1 mois de recharge. La vie est belle. Tu te recharges comment, toi ? Toi, t'as une vraie borne. Mais moi, j'ai EDF Tempo qui est intéressant aussi. Tu vois. Oui, mais moi, je peux pas. Mais Tempo, en fait, c'est bien parce que tu as aussi du courant de nuit toute la journée. Ouais, oui. Et ça, c'est assez pratique. Mais par contre, faut pas l'hiver, il faut avoir une solution de chauffage parce que les jours rouges, si tu n'as pas un poêle à bois ou quelque chose, c'est un petit peu compliqué. Moi, j'étais un bon citoyen. J'ai investi dans une magnifique pompe à chaleur et donc je peux pas prendre Tempo parce que les jours rouges, je me ferais tondre. Bah, sauf si tu as un peu de solaire, un peu de batterie, tu vois. Moi, alors je voilà. Les batteries la nuit. On arrive à se débrouiller. En fait, maintenant, c'est un peu dommage que effectivement tout cette espèce de noblesse de l'énergie, hein, parce que tout est 360. Tu pourrais imaginer que ta voiture, les jours rouges, c'est elle qui fournit ta maison. Totalement. Tu vois, que tout se fasse tout seul. Ouais. Et en fait, on n'est pas du tout au fait de ça. Alors, il y a Renault qui fait un petit peu avec Mobilize. Là, ils ont une offre où ils gèrent un petit peu tout ça. Donc, ça commence un peu, tu vois, mais ils sont encore rares sur le marché. Et après, il faut pas oublier que tous ces revendeurs d'électricité, leur but, c'est quand même que tu consommes, hein, malgré tout. C'est-à-dire que, bon, Octopus fait peut-être ça, tu vois, au début pour capter les gens en se disant, tiens, ils se désabonnent pas au début, après. C'est un vrai contrat. Hein. Eux, ils sont tenus. Moi, je peux partir quand je veux. Mais est-ce que ça va durer, tu vois, ça me fait penser aux offres un peu illimitées qu'on avait au début sur Internet, puis après, elles sont un peu moins illimitées. Avant, tu avais des gigas illimités. Je pense qu'ils ont fait le calcul. Je pense qu'ils ont juste fait le calcul en disant, mais en fait, regarde ce qu'est la consommation moyenne de quelqu'un, ok ? Imaginons que tu as besoin de recharger ta voiture, aller en moyenne, 3 heures par jour peut-être, parce qu'en fait, les gens font pas des millions de kilomètres, mais 3 heures par jour, si tu la branches chez toi en arrivant le soir et que tu la reprends le matin, nous, on va trouver 3 heures dans la nuit qui vont nous coûter proche de rien. C'est-à-dire que je pense que même à 30 € par mois, j'essaierai de faire le calcul au bout d'un moment en disant, mais à combien est-ce qu'il faut qu'ils aient payé de kilowatts pour que ça reste une affaire pour eux ? Mais je pense qu'ils arrivent quand même à faire un bénéfice. Et alors là, pour le coup, c'est une offre avec laquelle ils fidélisent un client. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'ai aucune intention d'aller ailleurs. Parce que, non seulement parce que c'est pas cher, mais en plus parce que c'est super lisible. C'est-à-dire que je sais exactement combien ça va me coûter. Ouais. Et ça, c'est une vertu, je te dis, que n'ont pas les contrats en moyenne. Bon, enfin, je trouve ça malin. Et surtout, c'est malin en termes de technologie parce que tout à coup, ils passent par la plateforme du constructeur pour prendre la main sur... alors, ça peut marcher aussi si tu as une vraie borne de recharge où là, dans l'application de la borne, tu vas donner l'accès à Octopus pour que soit lui qui la gère. Je sais pas comment il gère le fait de recharger si tu avais plusieurs voitures, par exemple. C'est bon. Je leur poserai la question, mais enfin voilà, j'ai trouvé ça intelligent. Vous trouverez un lien dans les notes de l'émission. Pour finir sur Tesla, il y a une nouveauté qui devrait arriver chez nous début de l'année. On ne l'attendait pas, on l'avait vu sortir en Chine, c'est la Tesla YL. Oui. Pour plus longue. Alors, au début de la modèle Y, Tesla va dire, regardez, si, vous pouvez mettre 7 places dedans, on va vous mettre 2 fauteuils à l'envers dans le coffre. En gros, pour des enfants presque en bas âge, hein, c'était quand même très limité. La Tesla YL, c'est la même, mais rallongée, pour avoir 7 vraies places à l'intérieur. Et 6 ou 7, d'ailleurs. En fait, c'est 6. C'est plutôt 6. C'est comme la Model X. C'est ça, mais en fait, c'est amusant, c'est que parce que Tesla, ils ont une petite équipe qui fait du développement en Chine, qui est autonome en fait, et qui développe des voitures pour le marché chinois. Donc, ils ont développé certains. Voilà, il y avait un moment des modèles Y un petit peu adaptés pour le marché chinois uniquement. Et en fait, en Chine, bizarrement,
ils aiment bien, ils ont un petit côté où je me fais transporter, tu vois, dès que tu as un petit peu un cadre, etc., tu es vite le passager de ta voiture. Et c'est pour ça que dans les voitures chinoises, contrairement aux européennes où à l'arrière, en général, tu es toujours un peu moyen, tu n'as jamais un écran, au mieux, tu as une prise USB quand tu es chanceux. Tu peux jamais, le siège, c'est toujours une banquette, etc. Et c'est de plus en plus le cas. Hein. On aime de moins en moins les familles d'ailleurs. Et c'est assez étonnant de voir que c'est le contraire en Chine et qu'en fait, finalement, ce modèle Y 6 places, donc ils l'ont rallongé un peu, déjà pour pouvoir mettre justement 2 gros fauteuils un peu première classe, tu vois, au deuxième rang. En fait, il faut rappeler, c'est ce qu'ils avaient fait sur la modèle X. C'était une option que tu avais. Tu pouvais avoir 3 rangs, donc 2 à l'avant et 2 au milieu, etc. Donc 7. Et surtout, tu avais soit 7 places vraiment avec 2 grandes banquettes, si mes souvenirs sont bons, ou je me plante. C'était ça, c'était soit 2-2-2. Non, t'avais 5 places, oui. T'avais pas de 2-2, t'avais soit 2 plus 3, donc 5 places, soit 2 plus 2 plus 3. Et avec les deux, donc les premiers passagers derrière le conducteur et le passager avant, avec des espèces de grands fauteuils très business class, avec des accoudoirs, et avec un passage entre les deux pour pouvoir accéder au 3e rang. Et ça, c'est moi qui t'évitait de te faufiler parce que c'est toujours des swing portes. Et moi, en tant que parent, ça me faisait rêver parce que tout à coup, tu ouvrais une porte, t'avais même pas besoin de sortir de ton truc. Les enfants rentraient et allaient prendre place directement à l'avant ou à l'arrière, enfin comme ils voulaient. T'avais pas besoin de rouvrir 2 portières. Enfin non, parce que j'ai fait cette place, mais dans 2 véhicules différents chez Volkswagen. C'est super d'avoir cette place quand on a besoin parfois. Tu vois, tout à coup, t'es le parent héros, tu vois, le mec qui peut ramener 6 enfants d'un seul coup. Genre, tout le monde est malade. Tu dis, attendez, non, c'est pour moi, regardez, moi j'ai un Tiguan. Mais bon, c'était quand même beaucoup de travail. Il fallait tout rabattre. Tu te tordais derrière pour aller mettre des ceintures sur des enfants. Là, ce côté d'avoir un passage entre les 2 sièges passagers arrière, c'était chouette. Et c'est ça qu'ils veulent arriver à recréer. On n'a pas d'idée précise des prix, de ce que seront les prix chez nous. Ce sera un peu plus cher que la modèle normale, mais voilà, ce sera enfin une vraie... Il n'y a pas beaucoup de vrais 7 places électriques. Ben non, ils sont très chers. Tu vois, il y a les Kia EV9, il y a les ID Buzz qui sont des vannes, mais c'est énorme. Tu as effectivement les modèles X, etc. Il y a un peu chez Mercedes. Tu avais le QB, maintenant qui s'appelle GL, qui se réappelle GLB, là, qui vient d'être présenté. Il arrivera au premier semestre, mais beaucoup plus cher aussi quand même, parce qu'il démarre autour de 65 000 €. Et là, en Chine, je crois que c'est quelque chose comme 7% en plus du prix de la version long range. Donc, on peut espérer, tu vois. Moi, je pense que ça pourrait coûter 55 000, un truc comme ça, quoi. Je pense pas qu'ils vont faire un truc à 60 ou 70. Ouais, ça va pas être 20 000 € de plus que le modèle 5 places, quoi. Enfin, non, mais c'était amusant sur le modèle X, c'était plus cher d'avoir le 6 places que le 7 places. Absolument. Comme les fauteuils, tu vois, coûtent plus cher à faire que les banquettes. Donc là, on peut se dire qu'ils vont quand même. Enfin, ça risque de pas être donné parce que la voiture est aussi un peu plus longue, elle fait 5 mètres de long. Donc il faut bien se dire qu'à Paris, dans les petits parkings sans les roues arrière directrices, il y a des endroits, je pense que les gens vont acheter ça et vont se dire ah mais en fait il rentre pas parce qu'il est large et il est long quand même. En même temps, fais la règle de 3, c'est-à-dire que si tu vis dans Paris intramuros mais que tu as besoin d'une voiture à 7 places, ça veut dire que tu as les moyens. Ça. Mais les parkings sont pas grands même pour ceux qui ont les moyens. En France, on a vraiment des parkings pas très grands. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une offre que beaucoup attendent. Tu vois, moi j'ai pas mal d'enfants aussi et c'est vrai que les 7 places et c'est même au-delà de ça, c'est-à-dire que moi des fois je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de 7 places parce que c'est pas parce que tu as 2 ou 3 enfants que comme tu dis tu veux amener les grands-parents, on va au resto, on prend qu'une voiture, enfin tu ramènes les enfants du scout, du judo, de tout ce que tu veux, c'est quand même super pratique quoi. Accessoirement tout à coup tu peux aussi aller chercher tu vois tes 2 plans de travail Ikea de 3 mètres et les charger pour de vrai dans ta voiture. C'est pas que pour transporter des gens, c'est que tout à coup tu rabats les sièges, t'as une place, je vais pas dire infini, mais là tu mets vraiment, tu vois, des grands trucs, des planches de surf, non, ça a quand même des intérêts. Donc j'aime beaucoup ma modèle. Ça va arriver là, je pense en début d'année, ils vont l'annoncer. On va se donner très bientôt, parce que ça vient de passer les certifs européennes, c'est pour ça qu'on a l'info, mais Tesla n'a pas officialisé encore ce truc-là. Mais enfin, en sous-marin, on sait qu'ils nous ont dit que de toute façon, ils allaient remettre le 7 places qu'ils avaient perdu l'année dernière, donc c'était sûr que ça allait revenir. Bon, pour autant, il n'y a pas que Tesla dans la vie. L'Europe, un peu comme si elle nous rendait d'une main ce qu'elle nous avait pris de l'autre, officialise en tout cas ce qu'on appellerait une nouvelle catégorie de véhicules, les e-cars, E-cars, donc des petites voitures électriques, là pour le coup, dont la première promesse c'est d'être abordables. Alors elles ne sont pas si petites que ça. On les a beaucoup comparées aux K-cars. Les K-cars, si vous connaissez
connaissez pas, la seule incarnation qu'on a eue chez nous, c'est quoi? C'est la Nissan Cube, c'est-à-dire des espèces de microspaces, des petits monospaces, mais alors avec plein de places à l'intérieur, c'est-à-dire avec des plafonds très hauts. En fait, c'est un truc purement japonais fait pour tenir dans des places de parking japonaises et où du coup le véhicule peut prendre toute la place qu'il veut, mais très contraint sur sa largeur, d'ailleurs plus sur sa largeur que sur sa longueur. Sur la hauteur, ça va. La vraie promesse, évidemment, c'est pas tant le format, c'est le prix, c'est qu'on serait potentiellement sous la barre des 15 000 euros pour une voiture neuve. S'il faut vous représenter à quoi ça pourrait ressembler, je parle pas de 15 000 euros, je parle de la voiture. Imaginez une grosse Twingo 4 portes, par exemple. Mais enfin, ça peut prendre plein d'incarnations. En fait, la comparaison avec les K-Cars, elle est un peu hors sujet, non? Bah oui, parce que les K-Cars, ça fait presque 1 mètre de moins. Là, on parle de 4,20 m, ce qui est une Mégane, alors qu'une K-Car, c'était, je crois, 3,57 m, un truc comme ça. Donc c'était vraiment pas beaucoup. C'est plus petit qu'une R5, une K-Car en longueur, donc c'est quand même incroyable, quoi. Une R5, ça fait moins de 4 mètres, tu vois, une Twingo à peu près pareil. Donc là, c'était vraiment des micro-voitures. D'ailleurs, les moteurs étaient nuls. Enfin, il y a plein de trucs qui étaient nuls là-dedans, hein. Il y avait très peu de sécurité. Enfin, c'est quoi cette nouvelle catégorie de voitures? Mais en fait, je pense que l'Europe se dit, il faut quand même qu'on arrive à proposer au peuple, aux gens des voitures qui sont abordables. Donc, on fasse un peu des efforts sur les taxes, sur tout un tas de choses. Mais par contre, on va pas donner ça à ceux qui sont capables de s'acheter des Tesla, des gros SUV, etc. Donc, on va le faire sur des formats de voitures écolo, donc pas trop gros, pas trop lourd et finalement 100% électrique. Donc moi je pense que c'est une bonne nouvelle. En plus, là on veut favoriser l'industrie européenne, donc il faut qu'elle soit assemblée en Europe, que la plupart des pièces viennent d'Europe. Donc tu vois, je trouve que ça part d'une bonne idée, d'un bon sentiment. Et je pense que tous les gens qui s'intéressent un petit peu à l'écologie entre guillemets se disent bah voilà, l'avenir de la voiture, elle doit être quand même un peu plus petite, plus légère et plutôt électrique. Donc là-dessus c'est pas mal. Après, la contrepartie de ça, c'est celle que tu as un peu dans Paris aujourd'hui, c'est-à-dire tu as quand même des familles qui rentrent pas dans des Méganes et qui doivent quand même s'acheter une voiture, qui n'ont pas forcément l'argent pour s'acheter 2 voitures. Et aujourd'hui, quand tu vois des vieux, des Kangoo, toutes ces voitures-là qui sont pas dans tous ces formats. C'est-à-dire que même à Paris aujourd'hui, tu sais, tu as des poids de voiture, des longueurs de voiture qui font que tu vas payer le stationnement ou pas, et même si tu es électrique. Et je me méfie aussi de ces fausses bonnes idées de longueur et de poids qui finalement concernent effectivement, si tu es célibataire, ça devrait pas être pareil que si tu as 2, 3, 4 enfants. Et c'est assez amusant parce qu'on revient à ce débat, tu sais, des voitures avec beaucoup de personnes à l'intérieur, etc. En fait, aujourd'hui, les familles sont quand même un peu les parents pauvres de nos sociétés maintenant. L'époque des familles nombreuses, des avantages et tout sont un peu sortis. C'est pour ça que d'ailleurs les gens font de moins en moins d'enfants. Et pourtant, si on s'élève un peu, si on veut des retraites, si on veut de la croissance, etc., il faut quand même faire des enfants. Donc là, on est plutôt en récession sur ce plan-là en France. Avant, moi, quand j'étais petit, c'était 2,1 enfants par femme. Maintenant, je crois qu'on est à 1,6, si je dis pas de bêtises. Ouais, on n'y est plus là. On n'est plus dans le renouvellement de la génération. Ça encourage ça, quoi. Ça encourage à faire moins d'enfants. On vient de passer là sur 2025, juste l'année où il y a eu plus de décès que de naissances en France. Donc ça y est, nous sommes officiellement en décroissance démographique. Alors attendez, le pire n'est pas sûr. On fait pas de politique dans cette émission, enfin quand même j'ai blémi quand j'ai entendu comment s'appelle-t-il, le fils Sarkozy, pas le père. Le père a ses problèmes, hein, ça j'ai pas. Qui dit mesdames, faut faire l'amour plus souvent pour repeupler la France. Ça m'a rappelé cette maxime qui est l'une de mes préférées, qui dit que tous les problèmes complexes ont des solutions simples et fausses. Et je pense que c'est ça sa boussole, c'est-à-dire qu'il voit des problèmes complexes et il trouve des solutions simples. Peut-être parce qu'il a eu une vie pas trop compliquée, je ne sais pas. Mais tout ça est totalement hors sujet. Qui est-ce qui va aller faire ces e-cars, hein? Elles sont, tout le monde va s'engouffrer dedans, ou ça va être pas une chasse gardée, parce que évidemment, si on se bat sur les prix, tout le monde va regarder du côté de la Chine. C'est ça aussi, parce que les Chinois, ils sont malins maintenant. C'est-à-dire que BYD, ils commencent à mettre des usines, tu sais, en Hongrie, un petit peu partout, même en Belgique, ils commencent à réfléchir un peu. Ils vont être de moins en moins chinois. Bah oui, mais alors après, nous, on est quand même capable de mettre des contraintes. Là, j'ai vu maintenant sur notamment les batteries, que même les cellules soient faites en Europe. Bon, pour l'instant, de ce qu'on a vu chez ACC, tout ça, c'est pas de top, hein. Ouais. Puis même ce qui est sorti là, ça a l'air un peu compliqué. Donc, il faut déjà qu'on ait aussi les moyens de nos ambitions sur le plan industriel. Mais par contre, c'est vrai que de relocaliser par les taxes, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire dès le début pour éviter aux Chinois de s'engouffrer là-dedans. Hein. C'est-à-dire que tu subventionnes les choses que tu veux favoriser, tu taxes les choses que tu voudrais défavoriser. C'est un
c'est tout à coup, c'est l'un des endroits où l'administration ou le régulateur ou ce que tu veux a vraiment littéralement le doigt sur le curseur en disant non, ça moins, ça plus. Bah oui. Mais est-ce que tu focalises sur des formats de voitures plutôt que sur des technologies qui sont quand même, tu vois, l'électricité, la batterie face au thermique? Est-ce que ça aurait pas été quand même une approche à court terme, en tout cas plus efficace pour que les gens achètent des Ça aurait été lisible. Je pense que là, il y a une urgence en fait, parce qu'en plus le marché automobile souffre énormément. Il y a une urgence à retrouver des voitures pas chères. En gros, voitures pas chères, quitte à ce qu'elles soient petites. Voilà. Mais ce qui est assez amusant, c'est que si tu veux vraiment de la petite voiture légère pas chère, tu as les équivalents des Citroën Ami, ce qu'on appelle des quadricycles, qui marchent très bien. La Citroën Ami, elle marche super bien. Qui font dans les médias, quand tu écoutes ça, c'est la pire voiture qui existe. C'est une voiture qui résiste pas au crash test parce que forcément, c'est pas une voiture. En fait, c'est un quadricycle. Et tous les médias là sont engouffrés dans ce truc-là, alors qu'en fait, il faudrait encourager ces formats qui, oui, sont plus dangereux que les voitures parce que c'est pas des voitures. Oui, mais moins dangereux que les scooters. Plus. Et voilà, exactement. Alors que tu vois, je regardais les stats de la moto. C'est pas une voiture, c'est un scooter. La moto, c'est quand même, je crois, un quart. Je veux pas dire des bêtises, c'est un quart ou un tiers des tués, et c'est moins de 1% des terriblement dangereux. Terriblement dangereux. Donc, encourager ces petites voitures, ce serait une bonne idée, mais même encore plus petit, tu vois, effectivement, des Citroën Ami 4 places en ville avec tout gratuit, tu vois, le stationnement. Enfin, ils ont fait ça à Monaco et ça, c'était un énorme succès. Tu avais plein de Twizy à Monaco qui existent encore d'ailleurs. Et effectivement, là, il y a un marché. Et pareil, il faut leur enlever les taxes parce que les micro-lino et compagnie, là, elles n'arrivent pas à se développer à cause de ça. C'est trop taxé aujourd'hui. Mais on peut, tu vois, on les laisse même pas prendre les voies rapides, ces voitures. C'est quand même incroyable, quoi. Tu dis, elles peuvent monter à 90 à l'heure, elles peuvent pas prendre des voies à 110. Bon, pas exagérer non plus, mais voilà, on a peur de la sécurité, de tous ces machins-là. Donc voilà, est-ce que c'est une fausse bonne idée ou pas? Je sais pas, les gens nous diront ça dans les commentaires, écoute. Non, mais les toutes petites, les micro-linos, les petites Citroën, etc. Enfin, de toute façon, ils le savent déjà, mais je le répète solennellement à mes enfants. Oscar, Daphné, vous n'aurez jamais de scooter. Au mieux, vous aurez ça. Mais ça tombe bien parce que je sais que Daphné regarde déjà la micro-lino en disant je la veux en vert. C'est vachement rêver les enfants. Ah, mais oui, bien sûr. Mais de toute façon, tout ce qui donne de l'autonomie à des adolescents, ils le prennent. Il n'y a pas de souci. Après, s'il y a 2 roues, 3 roues, 4 roues, ils s'en foutent, ils le prennent de toute façon. Voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode des Doigts dans la prise. On espère qu'il vous a plu. On espère surtout que vous êtes bien abonné à ce podcast. Si c'est pas le cas, c'est le moment d'y penser. Allez-y, là, regardez, je vous laisse quelques secondes. Regardez, non, voilà. Alors, vous êtes sur Apple. Ah oui, alors c'est suivre. Je sais, c'est un peu curieux. Si vous êtes sur la version audio, rappel, ce podcast existe en vidéo, en HD, à regarder sur votre grand téléviseur. C'est sur ma chaîne YouTube. Et alors, si vous voulez soutenir ce podcast, d'abord, évidemment, il y a l'abonnement. Ça, c'est très clair. Enfin, peut-être plus important encore, vous allez sur votre plateforme de podcast préférée. Là, YouTube, c'est moins grave, mais sur Apple Podcast, sur Spotify et ailleurs, laissez-nous un commentaire, laissez-nous rien de moins que 5 étoiles, sinon surtout n'y allez pas. Vous le savez, les algorithmes sont ainsi faits que c'est le meilleur moyen pour permettre à d'autres de le découvrir. Évidemment, vous pouvez aussi le partager. Regardez, les fêtes arrivent. Vous allez vous retrouver à côté de votre cousin Patrick, qui va vous dire « Ah non, mais moi, clairement, moi, depuis le TDI, on n'a rien inventé. » Vous pouvez l'abonner peut-être de force, une fois après quelques verres de champagne, l'abonner de force à ce podcast pour essayer de refaire son éducation, disons-le, et puis surtout pour donner un peu plus de visibilité à ce podcast. On s'est beaucoup parlé de Tesla dans cet épisode. Justement, si l'idée vous venait d'acheter une voiture électrique, achetez n'importe laquelle, achetez ce que vous voulez, vous n'êtes pas forcé d'acheter une Tesla, mais si vous vient l'idée d'acheter une Tesla, il y a un lien de parrainage que vous trouverez dans les notes de l'émission qui vous permettra d'économiser, c'est quoi, 250, 500 €, je crois, sur l'achat du véhicule, et moi me donnera quelques kilomètres de recharge gratuite. C'est beaucoup moins généreux que ça ne l'a été, mais je voulais quand même en profiter pour remercier Patrick, mais ça il le sait, je l'ai déjà fait, Julien et plus récemment Maxime qui attend la livraison de sa Model Y et qui a cliqué sur le lien de parrainage et qui a donc économisé, je crois, 500 € pendant qu'il m'a lui offert 1000 km de supercharge gratuite. C'est pas grand chose, mais ça fait plaisir. Esprit Noël, es-tu avec nous? Voilà. Les Doigts dans la prise est une production signée Streamstar. Merci infiniment Didier d'avoir été avec nous aujourd'hui. Joyeuse fête à toi. Joyeuse fête à toi aussi, à tous ceux qui nous regardent. C'était cool de finir l'année avec un beau podcast comme ça. On a traité plein de sujets intéressants. Ouais. Et en plus, on n'a pas fait trop long cette fois. Mais bon, peut-être que le prochain sera plus long. Merci Didier, merci à tous. On se retrouve au prochain épisode. Salut.